Salade tomate oignon, l'émission qui découpe l'actu. Présentée par Camille Abderrahmane. Pas bien. Les amis, bonsoir et bienvenue. Pas d'applaudissements, rien du tout ce soir. Bon, j'ai fait tout ça. Bonsoir pour cette nouvelle édition de Salade tomate oignon. Les amis, ce soir, on va évoquer trois sujets importants, mais trois sujets différents. On va parler de l'affaire Adèle Haenel avec et aussi de Roman Polanski avec toi, Fatima. On va parler des différents conflits qu'il y a entre les étudiants et le ministère de l'enseignement actuellement. C'est pour ça que Majdi, pardon, je veux toujours dire Majid est là ce soir avec nous. Je vais présenter, vous connaissez Garen, collaborateur de l'Incorrect, ce magazine qu'on aime tous, qu'on chérit tant. Stanislas Rigaud, vas-y, présente-toi Stanislas, dis-nous qui tu es. Merci de m'inviter, Stanislas Rigaud, je suis l'un des cofondateurs de l'Étudiant Libre, donc c'est un journal, un mensuel, donc qui sort par définition tous les mois, voilà. Donc tu es à l'école toi actuellement en ce moment ? Ça, j'étais en licence de droit l'année dernière. D'accord, et là, maintenant ? Là non, j'ai arrêté là. Tu fais quoi maintenant ? Je travaille maintenant là. Tu bosses dans quoi ? Je bosse dans un institut de formation politique. Voilà. Ok, très bien, donc ça y est, t'es drivé. Non. On sent l'école de Garen là, on la sent très très bien. À la droite de Stanislas, vous avez Marin Leroy. Alors Marin Leroy, personne ne le connaît, c'est un nouvel arrivant. Marin Leroy, c'est un saltimbanque, c'est un troubadour, c'est quelqu'un qui se pose des questions sur le monde dans lequel on vit. C'est aussi un espèce de coach love autodidacte sur Instagram. Allez le voir, Marin Leroy sur Insta. Franchement, il a une manière de présenter ses relations. Baiser féministe. C'est ça. Comment tu peux redire s'il te plaît ? Un connard baiser féministe. C'est super. Ça va, déjà tu t'es super. Déjà t'es sincère avec toi-même, c'est très bien. J'adore me saboter, tout va bien. Merci Marin. On a Candy Lola qui est de retour. Ça va Lola ? Salut, tu vas bien ? ça va tout le monde, ouais. Ouais, ça va très bien. Majdi, toi tu es à l'UNEF, c'est ça ? C'est ça. Tu es délégué d'un bureau, Alors, je crois. Je suis responsable de l'Île-de-France au bureau national de l'UNEF et je suis étudiant du coup en master à Paris 1. Ok, très bien, merci beaucoup. Et Fatima Benomar, cofondatrice des Effrontés, féministe renommée aujourd'hui et qui a accepté cette invitation. Et merci beaucoup à toi d'être là. Guitou, est-ce que tu peux rentrer directement ? On va commencer avec un petit billet humoristique de notre cher Guitou national. Et ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Allez, viens mon chéri. Oh putain. T'es prêt ? Oh putain. Cassez-vous. Alors accrochez-vous les amis. Putain, mais Camille, mais tu peux pas me faire ça, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait, bordel. Qu'est-ce qui se passe mon Guitou ? Putain. Dis-moi, qu'est-ce Mais y a pas un facho cette semaine, on va raconter quoi ? Y a même pas une polémique, rien, je suis le serré. Va falloir que je laisse traîner un doigt dans une fente pour lancer un vague débat sur MeToo, merde. Oh, faut que tu te calmes un petit peu mon Guitou. Oh si. Faut que tu redescendes. Oh mon Dieu, on l'a échappé belle. Oh, ils sont là. Oh. J'étais étonné, Oh putain. Il a failli y croire en fait là. Oh là là, non mais c'est bon, je me sens beaucoup mieux. Alors la semaine dernière, nous recevions les jeunesses hitlériennes. Cette semaine, nous devions recevoir le conseil municipal de Menton pour que finalement on reçoive eux. Alors, je vais pas vous le cacher, j'étais pas serein. Hein. Pour une émission sur le futur, on devait recevoir les Bogdanov. Hein. C'était un peu comme si tu confiais à Émile Louis les clés d'une école primaire. Tu pouvais rapidement te retrouver avec quelques regrets et une bonne lessive à 60 degrés. Alors, imagine un petit peu un plateau avec Candy Lola et les Bogdanov. Mais j'aurais eu l'impression... j'aurais eu l'impression de faire une émission dans une poubelle jaune. Que du plastoc, putain. La tête de ma mère, vous alliez payer la taxe carbone. C'est l'Erika qui rencontre la Mogocadis répartie sur 2 mentons. Alors, on se pose beaucoup de questions en vrai. Quand on voit nos sujets de ce soir, on est en droit de se demander à quoi va ressembler l'homme du futur. Et si on en croit les Femen, il aura un vagin, il fermerait sa gueule. Voilà. Mais en vrai, l'homme du futur, il sera seul. Et alcoolique. Oui, l'homme du futur viendra de Meurthe-et-Moselle. Je pense que l'homme du futur, il sera seul. Très seul. La vraie solitude. Celle qui rend triste. Celle qui tue. Je pense qu'il sera tout seul face à son ordinateur avec une chaussette sur la bite. Elle touchera tout le monde, cette solitude. Aujourd'hui, ce sont les émigrés, les SDF, Tex. Mais demain, on se sentira tellement seul que même parler à Garen, ce sera Space Mountain. Et Dieu qu'on sera con. Mais con. Et je vous parle pas de la connerie concentrée sur ce plateau. Hein. Là, il y en a déjà bien. Non, je vous parle de la vraie connerie. Celle où vous allez pas en croire vos yeux. Si on est capable d'élire Trump demain, je suis persuadé qu'on sera assez con pour élire un paquet de Kleenex usagés et une croûte en Premier ministre. Allez, arrêtons d'être positifs. Voilà pourquoi je le crie haut et fort depuis des semaines. Internet c'est bien, l'école c'est mieux, et pour le reste, on s'en bat les couilles, bordel. Merci Guitou. Merci Guitou.
Guitou qui reviendra en fin d'émission pour nous faire son petit éditorial aussi de ce qui va être dit ce soir. Et on va démarrer tout de suite avec l'affaire Adèle Haenel, Polanski, etc. Bilal, est-ce que tu peux envoyer le premier magnéto, s'il te plaît? Vas-y, c'est quand tu veux. Elle a 18 ans à l'époque des faits. Valentine Monnier est la première Française à accuser Roman Polanski de viol. Des faits prescrits qui remontent, dit-elle, à 1975. Dans une tribune, elle affirme « J'ai été violée par Roman Polanski. Ce fut d'une extrême violence. Après une descente de ski, il me frappa roue de coups, puis me viola. » Elle affirme avoir gardé les faits pour elle, par peur. Aujourd'hui poussée à parler, dit-elle, à l'occasion de la sortie du film de Roman Polanski, « J'accuse ». Au journal Le Parisien, le voisin chez qui elle s'était réfugiée à l'époque atteste avoir recueilli une jeune fille sous le choc. Par téléphone, son avocat le répète, Roman Polanski conteste toute accusation de viol. Le cinéaste est toujours poursuivi par la justice américaine depuis 1977 pour avoir violé une mineure de 13 ans. Depuis, 4 autres femmes ont dénoncé des viols et agressions sexuelles. En une semaine, c'est la deuxième mise en cause de réalisateurs français. Adèle Haenel, l'actrice 2 fois césarisée, a dénoncé les attouchements et le harcèlement qu'elle a, dit-elle, subi entre l'âge de 12 et 15 ans par le réalisateur Christophe Ruggia. Il ne s'agit pas d'une malencontreuse caresse, non. Il s'agit de quelqu'un, un homme adulte de presque 40 ans, qui se retrouve tout seul dans une pièce tous les samedis avec une jeune fille qui a entre 12 et 15 ans et qui essaye de la tripoter. Il s'agit pas, il y a aucune ambiguïté en fait dans la situation présente. Elle affirme ne pas vouloir porter plainte, car, dit-elle, cela ne sert à rien. La justice est autosaisie, mais en France, près de 75% des plaintes pour violences sexuelles sont classées sans suite. C'est la première fois qu'une actrice aussi connue et reconnue prend ainsi la parole en France. Merci beaucoup Bilal, voilà on a eu une petite explication des faits et on va commencer tout de suite avec Polanski. Et j'ai une question à vous poser, à vous, mademoiselle Benomar. Comment est-il... Madame, pardon, excusez-moi. Je sais pas, moi je veux pas de problème, je préfère dire mademoiselle. Mais si j'avais dit madame, je suis sûr qu'elle m'aurait dit mademoiselle. Damoiseau. Non mais comment est-ce qu'il est possible que ce Roman Polanski, depuis 40 ans, il y ait des accusations de viol contre lui et qu'il puisse à chaque fois échapper à la justice ? C'est vrai en tout cas que le traitement de ce qu'on voit par rapport à la culture du viol, c'est-à-dire de remettre la responsabilité sur les femmes qui ont été victimes à chaque fois en disant que ce sont des manipulatrices, qu'elles l'ont cherché, qu'elles se sont mises en danger, qu'elles essaient de construire carrière, on pourrait penser spontanément qu'on épargne ce genre de culture du viol sur les enfants. Mais en fait, pas du tout. Dans l'affaire Polanski, il y a eu aussi des éléments de langage comme quoi, à 13 ans, c'était Finkielkraut qui disait « Oh ça va, à 13 ans, c'est pas une enfant, voilà, elle savait ce qu'elle faisait ». Quand il y a eu l'affaire Zaya, on aurait pu penser que sur la prostitution, il y aurait un traitement différencié entre les prostituées majeures et mineures. Or, même quand elles sont prostituées mineures, il y a un traitement qui les diabolise ou qui les enferme dans l'image de la Lolita, voilà, c'est elle la séductrice et c'est ces hommes qui pourtant ont le double, le triple de l'âge, de la maturité, de l'expérience. Ce que vous dites, c'est que le comportement féminin, entre guillemets, on essaye de légitimer l'attitude de certaines femmes pour discriminer en fait l'attitude qu'a pu avoir Polanski. L'icône d'Ève, de la tentatrice, de la salope, n'épargne pas même les cas de filles extrêmement jeunes. Et d'ailleurs, il y a eu quelques cas qui ont été médiatisés, qu'on avait suivis avec les associations quand, il y a 2 ans, l'opinion publique a découvert qu'à 11 ans, on pouvait être considéré par la justice comme consentante à un rapport sexuel avec un adulte majeur. Mais ça, c'est extrêmement répétitif. Alors, à un moment, médiatiquement, on s'en était ému, mais avec notre collectif Nous Toutes, on continue à faire des comptes rendus de procès qui ont lieu encore aujourd'hui, où on part du principe que si on n'arrive pas à prouver la contrainte, etc., la menace, le chantage, voilà, on considère que des gamines sont consentantes. Et ça, c'est extrêmement grave et délicat parce que c'est vrai que quand les victimes sont petites, déjà encore faut-il qu'elles comprennent ce qui est en train de se passer. Qu'elles osent se débattre contre un adulte qui pour elles, voilà, c'est la grande personne, c'est l'autorité, etc. On a l'impression qu'en tout cas, elles n'ont pas compris à l'époque parce qu'aujourd'hui, elles parlent toutes aujourd'hui, enfin même si elles parlent depuis 1973. Ou bien elles se sont pas débattues parce que c'est beaucoup trop intimidant déjà pour une femme adulte, mais encore plus quand on est gamine, qu'on comprend pas très bien ce qui est en train de se passer. Et c'est vrai que là...
les femmes qui accusent Polanski avaient au moment des faits 10 ans, 16 ans, 9 ans, 15 ans, 16 ans, 10 ans, 15 ans, 12 ans, 13 ans, 16 ans et 18 ans. Et en plus, on sait qu'il y a des phénomènes d'amnésie traumatique qui font que quand il y a eu des viols, des violences sexuelles qui nous ont atteints à un âge très jeune, et je vous dis même pas quand la personne est une personnalité écrasante, etc., c'est des choses qu'on enfouit. Et paradoxalement, Polanski, on peut dire qu'il a sorti un peu ce j'accuse, là aussi, comme une stratégie de l'agresseur pour se réfugier derrière, un peu comme Tariq Ramadan, derrière la figure de Dreyfus, là aussi, pour inverser et dire que c'est lui qui serait victime d'une énorme machination judiciaire. Or, c'est quand ce film est sorti, un peu comme l'affaire Beaupin, où quand il a mis du rouge à lèvres, ses victimes se sont indignées, elles ont dit non, on ne peut pas laisser faire ça. C'est là qu'elle est montée au créneau et qu'elle a dit je ne peux pas aller... accepter cette indécence qu'il ose non seulement sortir un film qui s'appelle J'accuse, mais explicitement dans le dossier de presse dire qu'il s'est inspiré de sa propre position et de sa propre parcours pour raconter l'histoire de Dreyfus. Donc il projette en plus sur ces femmes le portrait des méchantes et l'équivalent des anti-Dreyfusards. Caroline Miller qui le rappelait aussi, qui disait qu'elle accuse donc l'inversion de la culpabilité. Roman Polanski se met désormais dans les habits de Dreyfus, considérant qu'il est victime d'une cabale, d'une manipulation de la part d'inquisitrices qui sont ces femmes, et qui sont aussi à la fois ses victimes potentielles et celles qui tentent de défendre. Donc c'est vrai qu'il y a une inversion, enfin une tentative d'inversion de la place de la victime quand il essaye de se mettre à la place de Dreyfus, et c'est ce que les effrontés, mais aussi les autres organisations féministes n'ont pas du tout accepté, c'est qu'il arrive aujourd'hui se mettre dans la position de quelqu'un qui se fait victimiser depuis 40 ans. J'aimerais ton avis, Garenne. Comment pour toi est-il possible que cet homme-là ait pu échapper à la justice pendant toutes ces années? Et j'apportais quelques précisions juste après. C'est ce que je voulais préciser, c'est que tu as tort, c'est qu'il n'échappe pas à la justice. Aujourd'hui, Polanski est en fuite. C'est-à-dire qu'il est recherché aux États-Unis pour le viol de la gamine de 13-14 ans. Il échappe quand même à la justice parce qu'il n'est pas. Il est en fuite. Il est en fuite. Enfin, c'est pas quelqu'un qui est en fuite et qui est caché parce qu'il fait des films aujourd'hui. Si on veut trouver Polanski, on sait très bien où il est. Il s'exprime sur la télé suisse depuis des années. Il n'y a pas d'extradition. Il n'y a pas d'extradition possible de Suisse. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est planqué en Suisse. Et il était venu en France il y a quelques années, il s'était fait arrêter, parce que la justice américaine le recherchait. Donc non, Polanski n'est pas dans l'impunité totale étant donné qu'il est recherché. C'est tout. Après, sur l'affaire Polanski, le mec a tellement de casseroles au cul, c'est quand même super dur de le défendre. Parce que même si, ne serait-ce que la moitié des gonzesses qui l'accusent ont raison, c'est déjà que le mec est fou. C'est ça, c'est qu'il y en a beaucoup. L'intuition, connaissant des dossiers, même par rapport à des anonymes, c'est que là, c'est un peu comme l'affaire Epstein, on est en train de tirer le fil. Et si c'est quelqu'un qui a ce comportement répétitif, c'est qu'il est dans la position quand même protégée où il était, parce que même s'il est en fuite, sa carrière, il a pu la faire. En 2017, en plein mouvement MeToo, il était président des Césars et à la Cinémathèque. Enfin, il y a eu une haie d'honneur, d'applaudissements au moment où il a été accueilli en France. Et quoi qu'il en soit, il a pu faire la carrière qu'il a voulu. Bien sûr, mais il est recherché. Et en 2010, il a été accusé pendant le festival de Cannes par Samantha. Il a chaud aux fesses. C'est Samantha sûr qu'à un moment, il a failli être extradé. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça ne l'aurait pas empêché de continuer ces viols et cette pédocriminalité dans un contexte des années 70 où il y avait limite des tribunes pour dire légalisons la pédophilie, les enfants droit à l'amour, etc. Donc c'était un contexte politique encore très Libération. particulier. Voilà, c'était au moment où on disait qu'on était dans la transgression, etc. Donc, je précise parce que Libération, c'est de gauche. Je sais, t'inquiète pas, je sais que tu as cité Libération, je sais que quand ça t'arrange, tu les cites, t'inquiète pas. Continue, Fatima. Donc c'est juste pour dire que... souvent on dit, c'était un peu la question que vous avez posée, c'est faut-il séparer l'homme et l'artiste? Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que lui, il ne veut surtout pas qu'on démêle l'homme et l'artiste, puisque dans son œuvre d'artiste, il projette sa situation personnelle, et c'est toute sa stratégie. On va se poser la question justement juste un peu plus tard. Alors, la condamnation qu'il a eue, c'était suite à la parole de Samantha Gamer, donc en 77, à 13 ans. Cette fillette explique à la police avec ses mots d'adolescente ce qu'elle a subi. L'ingestion d'un sédatif, le viol. Donc une enquête est ouverte suite à ces déclarations, mais le réalisateur s'accorde à l'amiable avec le juge américain. Résultat, il est poursuivi pour détournement de mineurs et évite des chefs d'accusation bien plus graves comme le viol d'une mineure sous l'emprise de stupéfiants. Donc il sera condamné à 90 jours de prison et n'en fera que 42. Le juge
avait alors estimé la sentence insuffisante, mais trop tard, car Roman Polanski avait déjà fui vers la France, je crois, dans un premier temps, et ensuite vers la Suisse. J'aimerais ton avis par rapport à Roman Polanski. Je sais que tu as travaillé longtemps à Cannes et que tu as pu fréquenter le gratin entre guillemets du cinéma. On peut dire où tu bossais ou pas du tout? Club by Alban. Ouais, tu bossais chez Alban, voilà exactement. C'est un peu, pour les gens qui connaissent, c'est un peu le lieu de référence, c'est le club privé. Weinstein justement, plus depuis 2 ans, mais je sais encore Tarantino, DiCaprio, toutes les grosses stars de là-bas. Qui eux ne sont pas des violeurs, hein. Enfin on n'a pas de problème avec Tarantino. Par exemple, c'est ce qui se passait. Avec Weinstein, et je pense que il l'a reconnu. Voilà, et je pense que Polanski, ce qui lui arrive, c'est la même chose, c'est que tout le monde a un petit peu peur que ça éclate parce que ça va éclabousser tout le cinéma dans son ensemble, tout le 7e art finalement. Et Weinstein, je l'ai vu de mes propres yeux, il a branché une ex à moi, et je vois leur stratégie. Je l'ai moi-même amené c'était au Majestic, je crois. Elle avait quel âge? C'était il y a combien de temps? C'était il y a 5 ans. Il lui proposait un rôle dans Marco Polo, donc ça sortait pas encore. Et la série Netflix Marco Polo. Okay. Et moi quand elle m'a dit ça, je lui ai dit bah écoute, si c'est parce que t'as un air un petit peu asiatique, ce qui est vrai, c'est possible qu'il te propose un rôle, mais je vais t'accompagner et selon comment il va nous recevoir, on va tout de suite savoir si c'était pour essayer de te choper ou si c'était pour vraiment te donner un rôle. Et donc je l'accompagne au Majestic. Il était avec 2 assistantes qu'il maltraite, que j'ai su après il est affreux avec ses assistantes aussi. Il a tiré une gueule pas possible quand il m'a vu, genre mais qu'est-ce que c'est que ce traquenard, etc. Moi je suis allé boire un café, ça a duré genre 20 minutes. Il n'a pas été hyper insistant, mais il lui a fait des propositions. Oui, bien sûr. Oui. Et je pense que je pense qu'un mec comme ça, il se croit même séducteur en fait. Je pense qu'il a tellement de pouvoir et d'influence dans ce milieu-là qu'il ne se voit pas lui-même en tant qu'énorme, je vais pas dire porc parce que ça ferait balance ton bord, mais il se voit pas comme vicieux et affreux. Aujourd'hui, il se croit beau parce que toutes les femmes veulent lui parler, toutes les femmes veulent 5 minutes de son écoute pour espérer avoir un rôle. C'est ça qui est. J'aimerais ton avis, Lola, par rapport à cette situation. Est-ce que Lola, c'est toi? Salut. Oui, je suis en train de réfléchir. Ouais. Lola, c'est pas Stanislas. En fait, j'aimerais juste savoir, est-ce qu'il t'est arrivé comme ça? Est-ce que tu as eu des hommes dans ta vie? Parce que voilà, t'es une très jolie fille. Est-ce qu'à un moment, tu as pu rencontrer des hommes bien plus âgés que toi qui ont essayé d'user de ta naïveté ou qui t'ont proposé des choses? C'est Camille, tu balances pas. Bien sûr, ça arrive tout le temps. C'est pour ça qu'ils se croient tout permis, en fait. Comme il dit, c'est exactement ça. Vu qu'ils sont au-dessus, qu'ils ont... Voilà, comme il dit, du pouvoir, etc. En fait, ils pensent avoir tous les droits. Ils sont, ouais. On a l'impression que c'est totalement démocratisé, quoi. Il n'y a pas une femme à qui on va poser la question est-ce qu'un homme n'a pas été trop insistant avec toi? Enfin, on en a parlé il y a quelques semaines, et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est devenu totalement. C'est doublé en plus avec un cliché que les violeurs sont des personnes qui n'arrivent pas par ailleurs à avoir des femmes. Typiquement, là, l'affaire Patrick Bruel, tout le monde dit a-t-il besoin, franchement, d'agresser et de violer? Tu veux que je te dise la vérité? Je me suis fait exactement la même réflexion. Donc c'est pour te dire, je suis franc. Marié. Or, dans toutes les condamnations, pour ne prendre que les cas qui sont avérés, qui ont lieu, ce sont pour beaucoup des hommes qui peuvent être mariés, qui ont une vie affective, sexuelle, etc. Donc c'est un enjeu de pouvoir, de rapport de domination ou de l'histoire qu'on se raconte, comme tu dis, où peut-être de la frustration, mais c'est pas de la frustration dans le sens où, comme ils n'ont rien d'autre, ils se rabattent sur des violences sexuelles. Ah non, c'est une frustration momentanée parce qu'ils veulent cette personne-là. Ils supportent pas le refus, en fait. Ils ne supporter qu'une femme leur dise non. Je pense que pas que les femmes, je pense que c'est une mentalité générale. Adèle Haenel, c'est qu'il a dit, il me faisait payer, le réalisateur Christophe Rugia, c'est ça? Oui, Rugia. Il me faisait payer quand j'opposais quand même, avec les armes que peut avoir une gamine de 12 à 15 ans, avec la désapprobation qu'elle lui opposait, il trouvait ça insupportable. Et donc ça, c'est quelque chose auquel les femmes sont beaucoup confrontées. C'est comme quand un mec nous drague et qu'on lui dit, même le plus poliment du monde, désolé, je suis pas intéressée, et que tout de suite après, il va te sortir une phrase bien humiliante, parce que tu peux pas t'en sortir comme ça. Il doit y avoir une représailles derrière. Donc c'est cette idée qu'on ne puisse pas céder, être disponible à cette exigence de rapport de domination. Le bon vieux chasseur préhistorique, quoi. Je crois même pas, je crois vraiment que c'est quelque chose d'extrêmement construit. Il y a une anthropologue super intéressante qui avait expliqué des façons différenciées d'élever les filles et les garçons, et notamment par exemple au Burkina Faso par exemple,
les femmes, dès qu'un bébé garçon pleure, elles leur donnent le lait et pas les filles. Et quand on leur demande pourquoi, elles donnent une réponse sociologique pour les garçons, pour les filles et biologique pour les garçons. Elles disent les garçons, il faut tout de suite les satisfaire parce que sinon ils sont pulsionnels, ils sont brutaux et cette violence donc, qu'on a accepté va se retourner contre eux. Donc dès le plus jeune âge, on les éduque à ce qu'on réponde à leurs désirs directement. Et les filles, ce qu'elles répondent, c'est une fille ne va pas pouvoir faire tout ce qu'elle veut dans sa vie. Donc il faut lui apprendre dès le plus jeune âge de gérer la frustration et voilà. Garen, tu voulais réagir juste sur l'affaire Weinstein. Sur l'affaire Weinstein, faut pas oublier qu'il y a... Parle bien dans le micro. Sur l'affaire Weinstein, il y a aussi beaucoup de filles qui ont couché avec Weinstein volontairement pour avoir des rôles. Les histoires de viol avec Weinstein, je crois qu'il n'y en a aucune qui a pour le moment encore abouti. Hein. Il n'y a aucune histoire de viol qui a abouti avec Weinstein. J'ai pas envie de défendre Weinstein, hein. C'est un gros porc à mon avis. On a le droit de rappeler les faits, bien sûr. Mais pour la plupart des filles qui couchaient avec lui, c'était pour avoir des rôles. Mais rien que ça montre quand même un système. C'est-à-dire quand on est obligé de se vendre pour avoir un rôle, qu'on n'est pas que dans son talent. C'est-à-dire quand il y a un rapport de domination où quelqu'un a la clé, il a le contrat, il a le pouvoir, et une autre n'a plus finalement que son corps, tu peux dire que coucher renvoie à un rapport d'égalité, de désir réciproque. Là, c'est pas un désir réciproque, c'est une transaction. Donc déjà, il y a un système. Alors la violence, nous, on le voit toujours comme quelqu'un qui se débat, qui crie, qui pleure, mais rien que le fait d'accepter cette transaction, de n'avoir plus que son corps à donner pour avoir un contrat, pour moi, ça culpabilise quand même la personne qui le propose et pas la personne qui l'accepte. Après, même si c'est minoritaire, ça peut être valable dans le sens inverse aussi. On sait très bien que voilà, si on appelle certaines femmes des cougars, c'est pas pour rien. Dans le milieu des médias, je vais pas dire que c'est commun, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, c'est pas, même si c'est ultra minoritaire, hein, je te rejoins là-dessus, Fatima. Si tu veux, c'est valable dans les deux sens. C'est une question de pouvoir. Pour moi, je essentialise pas. Il n'y a pas une nature féminine ou masculine. Bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, on a très bien compris. Comme l'histoire, comme pour l'instant, ceux qui ont le plus qui sont plus à la tête des entreprises, des États, des réalisateurs. Les réalisateurs, c'est extrêmement masculin. Pour les films à gros budget, les femmes, elles vont plutôt être des réalisatrices de documentaires, etc. Là où il y a le pouvoir, il y a de l'abus et pour l'instant, la distribution du pouvoir est très Marin. Oui, non, mais c'est ce que j'allais dire justement, c'est que tout. Ok, très bien. Alors, merci encore. Non, mais tout revient de la promotion canapé. Et dans le milieu du travail, c'est exactement la même chose. Donc, j'aimerais ton avis. C'est un mot qui analyse promotion canapé. Je suis totalement contre ce terme. Je connais le prénom, j'adore. Moi, j'adore déjà Stanislas. Arrête. C'est pas gentil. Stanislas, j'aimerais bien ton avis. On est forcément d'accord. Enfin, évidemment, c'est un scandale ce qui se passe avec Polanski, pardon. Et le vrai scandale, c'est qu'il n'ait pas été condamné et qu'il soit pas resté en prison en 77. En fait, aujourd'hui, on est en train de bloquer ses films, etc. C'est pas maintenant qu'il fallait le faire. Il fallait le faire il y a bien longtemps. Je pense que justement, si dès 77, on sait que ce mec-là, c'est un porc. On n'aurait pas dû lui laisser le tapis rouge. Maintenant qu'il est fait, ça va rejoindre un peu avec la question que tu vas poser tout à l'heure, je pense. Je vais te la poser maintenant. Ouais, ça sur le talent. Moi, je suis pas un grand fan de cinéma. Je sais que beaucoup admirent beaucoup de son travail. Oui, son travail est sûrement excellent, son travail est sûrement très bon, et c'est pas parce que c'est un violeur que son travail est mauvais. Je comprends que des gens puissent aller voir ses films, je comprends que des gens puissent admirer ce qu'il fait, mais sauf que s'il a pu faire tout ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est parce qu'on l'a pas empêché avant. Et on le savait, donc les gens l'ont laissé faire, etc. Donc évidemment que c'est un scandale qu'il ait fait c'est un gros porc, il aurait dû être puni. En fait, il aurait dû être puni avant. Aujourd'hui, là, on se plaint, on a l'impression que les gens découvrent la lune en fait. Mais bon, on le savait. Et puis d'ailleurs, au passage, là où c'est très compliqué, mais il le fait, et d'ailleurs, vous le soulevez justement, très justement, c'est que vu qu'il fait un film sur l'affaire Dreyfus. J'accuse, qui s'appelle J'accuse. C'est très habile de savoir, et en même temps, c'est très délicat parce qu'on a envie de voir ce film. On a envie de voir J'accuse, on a envie de voir ce film et de dire qu'est-ce qu'il raconte, c'est une affaire importante dans l'histoire de France, et on a envie de la voir. Donc rien que pour ça, en fait, il va réussir à attirer les foules voir son film, en fait. Donc c'est un pari gagnant de sa part. J'aimerais te poser une question, Majdi, et avoir ton avis par rapport à ce sujet. Et j'aimerais te poser cette question. Est-ce qu'on doit faire la différence est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on doit faire la différence entre l'homme et l'artiste? Est-ce qu'on peut dire par exemple que Polanski est un grand réalisateur mais que c'est aussi un pédophile? Je pense qu'avant un grand réalisateur pédophile peut-être. Mais je pense qu'avant tout, il faut voir ce qu'il a, là les faits qui lui sont reprochés, parce que pour le coup, je pense qu'on a aussi tendance à souvent oublier qu'on
vit dans une société où on a des individus qui vont violer, qui vont agresser des femmes, donc qui vont commettre ces faits-là. Donc il n'y a pas de personnes exemplaires aujourd'hui. Donc c'est pour ça que lorsque je sais plus qui disait oui, non mais ces personnes, elles n'ont pas violé, enfin on ne le sait pas. Il n'y a pas eu encore de victimes qui ont été remontées, et c'est pour ça que pour le coup, il n'y a personne qui peut être assuré, de ne pas un jour, avoir justement une des affaires, qui du coup remonte parce que elle a commis un viol ou une agression sexuelle par le passé. Donc c'est pour ça que on peut avoir des individus qui ont du talent, on peut avoir des individus qui font de belles choses. Malheureusement, il ne faut pas aussi oublier ce que ces personnes ont fait, et il faut aussi les juger sur ces faits-là. Moi je pense Michael Jackson aussi quoi. Michael Jackson, il a jamais été condamné par rapport. Mais c'est le problème. Mais c'est le problème, c'est que aujourd'hui on a aussi une justice qui a deux vitesses, avec justement les victimes, où on a des fois même des victimes qui vont se retrouver du coup être accusées de diffamation, et donc c'est avec cette tension-là qu'on se retrouve avec des personnes qui refusent de témoigner, et qui laissent du coup des hommes bomber le torse et dire non mais moi je n'ai jamais violé, je n'ai jamais rien fait quoi. Alors Marlène Schiappa a dit ce matin qu'elle n'irait pas voir le film J'accuse par principe, c'est la personne entre guillemets qui est à l'état le mieux placé pour parler. Elle a dit qu'elle n'irait pas. On sait que d'autres personnes l'ont soutenue. Bilal, est-ce que tu peux m'envoyer la vidéo s'il te plaît, la deuxième vidéo sur Roman Polanski, le soutien qu'il a reçu de Trintignant, s'il te plaît, vas-y. Considérant votre histoire personnelle, ce que vous avez vécu, vos combats, pourquoi est-ce que vous soutenez Roman Polanski ? Parce que c'est un immense metteur en scène, un homme intelligent, et il a fait une chose grave, il y a de cela 44 ans. 44 ans. En 44 ans, il y a eu des milliers de femmes violées, et on ne connaît pas le nom des hommes qui ont fait cette mauvaise action. On les laisse tranquilles parce qu'ils s'appellent Dupont, Durand, ils sont commerçants, c'est pas mieux pour ça. Vous pensez qu'il est victime de son nom en quelque sorte ? Bien sûr. C'est une victime pour vous, Roman Polanski ? Bien sûr. Ce serait pas Roman Polanski, on lui ficherait la paix. Et tous les autres, on leur fiche la paix. Vous pensez bien, monsieur, qu'il y a eu en 44 ans des tas de viols, malheureusement. Des tas. Et on n'en entend jamais parler. Et lui, sans arrêt, on est contre lui. Alors tout joue, je crois, à la jalousie de quelqu'un qui a réussi alors que c'était un petit Polonais sorti du ghetto. Alors Nadine Trintignant, qui est une réalisatrice, je pense à peu près du même âge que Roman Polanski, qui le défend avec des arguments assez spéciaux. Quand elle dit on l'accuse parce que c'est Roman Polanski, mais je pense que s'il n'est pas en prison aujourd'hui, c'est parce que c'est Roman Polanski. Vas-y Marin, je t'écoute. Non, je sais pas quoi dire face à ça, franchement. Mais t'es venu ici pour parler, je te le dis. Je suis choqué qu'une femme qui puisse dire ça, l'air de dire il y a eu 2000 viols, pourquoi on l'emmerde lui pour ces viols-là, c'est complètement irresponsable de dire quelque chose comme ça. Elle a dit qu'il y avait eu plein de viols justement entre-temps qui ont eu lieu depuis 40 ou 50 ans, et qu'on met le doigt uniquement sur Polanski. Allez-y Fatima, j'aimerais bien votre avis par rapport à cette réaction de Nadine Trintignant. Bon, c'est pas tout à fait vrai. On estime à 1% le taux de violeurs qui finissent condamnés. Donc c'est quand même l'un des crimes. Ouais, 1%. 10% des personnes qui vont porter plainte. Et 25% des femmes qui se sont faites toucher au viol. La justice, on l'avait tous compris. C'est en tout cas l'un des crimes les plus frappés d'impunité. Mais je peux pas vraiment répondre à ces arguments parce que j'avoue que je ne les comprends pas et que voilà, je la trouve très très ambivalente dans sa position par rapport au discours parallèle qu'elle a, mais là où elle est frappée dans sa chair. Et je pense que c'est un peu ça la nuance, c'est que quand c'est ta propre fille s'est fait tuer, tu as un rapport à la résilience qui est différent que quand il s'agit d'une histoire plus lointaine. Moi, par exemple, typiquement, je ne vais pas voir le film de Polanski parce que, en tant que militante qui a fait des permanences et spécialisée, moi, je m'occupe surtout de personnes en situation de prostitution mineure et d'affaires de pédocriminalité. C'est-à-dire que moi, ça m'est quoi qu'il en soit
impossible psychologiquement de supporter cette séance. Mais il y a en plus l'attitude de cet homme, parce que par rapport à l'idée, enfin moi je veux bien qu'on dissocie l'artiste et l'œuvre, hein. L'œuvre existera dans les musées et lui il ira en prison, comme ça ils sont dissociés, il n'y a pas de problème. Mais c'est lui qui entretient cette confusion. Quand on fait un film sur Dreyfus, c'est-à-dire dans le contexte de l'antisémitisme, de ce que sera le nazisme, etc., et qu'on ose dans le dossier de presse écrire les réseaux sociaux qui condamnent et exécutent, alors que condamne et exécute, ce sont quand même des mots lourds de sens par rapport au récit qu'il y a dans le film et dans le parallèle où il ose lui-même se mettre, je trouve ça extrêmement choquant. Et en tout cas, dans l'affaire de Valentine Monnier, ce qu'il y a à dire quand même, c'est qu'elle avait témoigné juste après, auprès de personnes qui ont été témoins en tout cas de son récit, et qui, même s'ils sont anonymes aujourd'hui, se tiennent à disposition de la justice. Donc là aussi, c'est de la volonté politique. Il faut qu'il y ait des enquêtes lancées. Quand on a plusieurs cas, on peut lancer ne serait-ce qu'un appel à témoins ou un appel à de nouvelles victimes, et mettre des moyens pour enquêter sérieusement, parce que peut-être qu'il y a des faits, et beaucoup plus récents, et qui ne tombent pas, qui ne sont pas dans les délais de prescription. Et puis Roman Polanski, on va dire qu'il ne s'est jamais caché du fait qu'il aimait les femmes bien plus jeunes, parce qu'en 79, alors qu'il y avait déjà eu des accusations à son égard, il était l'invité de Jean-Pierre Elkabbach, et le cinéaste avait déclaré que il préférait les femmes plus jeunes, et que pour lui, la relation sexuelle avec une personne de 14 ans n'est pas un crime. Donc, alors, vas-y Stanislas. Non, j'allais justement, c'est pire que le clan Bendit en fait, presque. Le clan Bendit c'est 5 ans. Donc, non mais. Ah oui, oui, c'est franchement. Pour revenir sur les propos de Trintignant, justement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est une sorte de caste, en fait, c'est la caste aussi de l'élite du cinéma, en fait, qui se défend. Et on voit bien que c'est pas forcément que les hommes, en fait. Et là, peut-être elle défend aussi ses confrères, en fait, et c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, ces arguments sont vraiment, ils tiennent pas debout. C'est bidon, en fait. On a Ils sont séniles comme elle. Elle défend sa génération, en fait, une génération où c'était peut-être plus banalisé, etc. Et je trouve ça inquiétant et en même temps intéressant de voir que c'est peut-être une caste qui se défend, et la preuve que c'est pas forcément qu'une question d'homme, etc. Je pense que Trintignant, encore d'accord, on peut dire que voilà, elle est vieille et que elle a plus de 80 ans, donc elle a vécu à une époque que nous on ne connaît pas, donc peut-être que pour elle le même code en fait. Exactement. Par contre, Polanski qui est marié avec l'actrice, la comédienne, comment elle s'appelle déjà, sa femme, c'est la une sœur des sœurs, d'Emmanuel. oui voilà, Seigné, j'ai oublié. C'est elle. Voilà, Mathilde Seigné, enfin, en plus c'est une très belle femme. C'est obligatoire qu'il soit connecté, qu'il soit conscient du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il continue à réaliser des films qui font fureur. Je pense que Polanski, en tout cas, lui, a bien capté les codes et les mœurs dans lesquels on était aujourd'hui. Et je pense que entre guillemets, il continue à le faire volontairement, mais parce que juste c'est une envie personnelle. Vas-y Marin. Moi ma question ça serait plutôt comment on en est arrivé à sur BFM TV lui donner une tribune pareille. Nadine Trintignant, le journaliste lui a forcément demandé ce qu'elle allait dire, et on lui donne ce pouvoir de parole là que je trouve incroyable. Si aucun de nous là a compris ses arguments, pourquoi on l'a fait passer je sais pas quel parce qu'ils ont trouvé ça entre guillemets racoleur. T'as la mère de Marie Trintignant qui va par ailleurs putaclic, mais c'est exactement ça. C'est ce qui se passe aussi avec les autres sujets dont on parle en ce moment dans l'actualité. Polanski ou Weinstein, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est le prolongement du mouvement MeToo, donc qui a été Balance ton port en France, qui a été, je sais plus comment elle s'appelle la nana qui a lancé ça, mais c'est Brion qui était patron d'Equidia à l'époque, qui a gagné. C'est Sandra. J'allais en parler. Sandra comment Sandra Müller. Elle a perdu son procès, enfin lui il a gagné pour diffamation en tout cas. Et je pense que ce qui est très compliqué, c'est de faire la différence entre un vrai harceleur et un mec avec un verre dans le nez ou non, lui a dit t'as des gros seins, j'ai envie de toi. Je défends pas du tout ce qu'il a dit ce mec-là. Parce que la diffamation, les gens ils connaissent pas exactement les détails. En fait, la diffamation n'a pas récusé les faits. D'ailleurs les faits il les avait lui-même assumés. C'est que en gros, si tu mettais en relation deux tweets où elle disait d'une part ce qui s'était passé et d'autre part elle dénonçait le harcèlement sexuel au travail, ça pouvait laisser penser que ça s'est passé dans le monde du travail. Donc c'est pas vraiment une diffamation dans le sens où mais en tout cas lui a perdu sa vie, beaucoup moins que Polanski d'ailleurs, mais lui a perdu tout son travail, sa femme, ses enfants, ils se sont fait défoncer à l'école. Enfin ça a été un véritable cas pour lui. 15 000 € d'amende. C'est ça la difficulté, je pense. Il y a un conflit. D'être sûr que c'est un connard. Il y a un conflit par rapport à Brion, on en a déjà parlé il y a quelques semaines. C'est ça, c'est où est l'agression. C'est ce problème-là. Quand il lui a dit
tu as des gens dans les médias aujourd'hui, par exemple sur le plateau de Cyril, j'oublie les prénoms de tout le monde, mais Géraldine Maillet, qui explique justement qu'un homme dans un ascenseur qui vous dit t'es bonne, j'ai envie de te baiser, pour elle c'est pas une agression. D'autres femmes vont te dire que c'est une agression. Camille, en fait, c'est défini par le code pénal. C'est une agression verbale. Et ça rentre pas dans. Ça rentre pas. Ça s'appelle un outrage sexiste. Et par ailleurs, ce qui s'est passé. C'est pas une agression. Oui, bien sûr, mais l'outrage sexiste est quand même puni. Mais quoi qu'il en soit, ce qui s'est passé avec Éric Brion, c'est que il lui a fait des avances, elle a refusé, et après, c'est là qu'il lui a dit ouais, je t'aurais fait jouir toute la nuit, et c'est reconnu comme un harcèlement. C'est-à-dire que quand on t'impose un nom et que tu continues, il y a un harcèlement. En tout cas, c'est pas une agression après, quoi qu'il en soit, ça a lancé surtout un débat sur des faits banals et quotidiens qui font que des femmes vont s'exclure. Par exemple, typiquement, quand tu es journaliste, tu as besoin d'aller dans des soirées informelles pour faire du networking, etc. La conséquence de ces comportements, c'est que des milliers de femmes s'autocensurent, ne vont pas se lancer dans les mêmes carrières, avoir les mêmes scoops, parce qu'il y a ce machisme ambiant. Elle a eu au moins le courage de dénoncer ça, et que des milliers d'autres femmes ont pu appuyer dans les réseaux sociaux que ça aurait été arrivé. Ça a fait une démonstration d'un phénomène. Oui, c'est ce qu'elle a dit. Moi, je suis ravi de ce mouvement-là où elle a dit moi, j'ai peut-être perdu, mais il y a des milliers de femmes qui ont gagné grâce à moi. Et ça, je suis totalement d'accord. C'est juste le petit. La différence entre est-ce que c'est vraiment une agression ou pas. Est-ce qu'il mérite vraiment la prison ou la peine de mort, même si on y est. C'est l'insistance, c'est dans l'insistance que les féministes disent. À partir du moment où il y a un non, c'est non, on passe à autre chose. Mais c'est surtout le caractère répétitif, c'est quelque chose qui fait entièrement partie de nos vies. Je te donne un bon exemple. Tout à l'heure, tu parlais du Festival de Cannes. Moi, à un moment, avec un pote, on était allé au marché du film. Ah, moi, je la connais déjà, cette histoire. Festival de Cannes. Voilà, tu l'as lancé. On y était allé pour vendre chacun un projet. Puis on nous avait expliqué, écoutez, c'est pas vraiment dans le marché du film que ça va se passer. Allez dans les soirées où il faut être habillé en robe de soirée et lui en smoking. C'est là que les producteurs sont. Donc on y allait tous les deux. Et à toutes les soirées où j'ai été, on me proposait d'avoir rendez-vous dans la chambre d'hôtel d'à côté. Quoi qu'il en soit, donc mon super pote a réalisé son très beau film qui s'appelle Ombline. Et moi, mon projet, il est resté dans mon tiroir. Donc ça, ce sont des conséquences directes d'événements banals et massifs, et qui font, quand on parle avec n'importe quelle femme, partie tout le temps de notre vie. Donc c'est ça qui va nous poursuivre et organiser notre écartement du monde du travail, des initiatives et des opportunités qu'on peut avoir. Est-ce que tu vas ajouter un petit mot, Lola, sur le sujet ? Bah là, on en revient au féminisme, quoi. Enfin, ouais. Après, moi, je trouve que c'est bien l'affaire ce qu'elle a fait Sandra Müller, parce que ça a lancé le mouvement et donc ça a ouvert la parole aux femmes. Après, c'est pas comparable avec cette histoire, quoi. Enfin, pour moi, ça n'a rien à voir. Comme tu dis, c'est pas une agression. Moi, j'en reçois tout le temps des messages comme ça sur Instagram. Tu reçois des messages de fou, toi, d'ailleurs. Mais vraiment, même des vidéos. Je les vois, je suis ton compte, je vois les stories, c'est une barre de rire. Mais je mets pas les vidéos parce que c'est choquant. Non, mais à ce moment-là, moi aussi, je reçois des vidéos. Comment ça Je reçois, je pense, tous les jours une nana, enfin des nudes ou des vidéos. Sans rien demander. Ouais. Ah ouais. Mais je t'en sors une là d'hier. C'est un BG où j'ai eu un mec qui se doigtait à, je sais pas, à 30 cm avec son portable comme ça et j'ouvre la vidéo. Un mec qui. Ah oui, j'ai de tout. Oui, t'as de tout. Alors, justement, on va se poser cette question rapidement. On va prendre juste 5 minutes en plus. Et Majdi, tu voulais. Je te donne la parole juste après. Est-ce que, à l'inverse, est-ce qu'on peut parler de pour moi? Non, mais. Enfin, pour toi, même pour d'autres gens. Je pense que des mecs très beaux, il y en a plein, des gars connus. À partir du moment où t'as rien demandé, que tu t'y attends pas, ça peut être quand même considéré comme une agression. Ouais, enfin. Moi, souvent, ça me fait plaisir. Mais dans tous les cas, je me mets à la place du coup de Nana, qui ont des comptes beaucoup supérieurs aux miens. Bien sûr. Mais quel enfer elles doivent vivre, parce que les gens se rendent pas compte qu'on a leur compte, ou alors ils créent des faux comptes, ou alors, enfin, il y a une espèce d'impunité sur Internet. Attendez, on a une information, je crois, qui va être énorme. Apparemment, Garenne reçoit des nudes sans rien demander sur les réseaux. Alors vas-y, je te donne la parole. Je crois que, par contre, c'est interdit par la loi d'envoyer des photos de sa bite. Hein. Oui, tout à fait. Ça, c'est un autre truc encore. Ouais, et de la tienne, c'est encore plus réprimandé. Enfin, ce que je vais dire, c'est une question de connotation. Mecs en prison. C'est une question de connotation. Dans un monde neutre, on peut renvoyer un peu dos à dos les hommes qui reçoivent des photos de filles nues et les hommes. Il faut bien comprendre que les femmes et les hommes ne vivent pas exactement dans le même monde. C'est-à-dire que même avant la puberté, des femmes, alors qu'à la base, la bite, on peut juste connoter ça avec du plaisir et des expériences agréables, vont connoter
bite, apparence machin, à agression sexuelle. Pourquoi ? Parce que dès 14 ans, 16 ans, il y a des mecs à qui elles n'ont rien demandé, qui vont venir se frotter à elles dans les transports, etc. Donc, si on était dans un monde d'égalité, voilà, où la sexualité n'est connotée qu'avec le plaisir, tout irait bien. Mais c'est pas l'expérience matérielle des femmes par rapport à la sexualité. Et on est tellement harcelé, agressé, que quand on reçoit l'énième bite, pour nous, c'est forcément connoté avec un mec qui nous agresse. Vas-y, Majdi. Oui, enfin, du coup, pour rebondir. Faut qu'il y ait le mot bite aussi dans ta phrase, hein, c'est un jeu là. Je sais pas si je vais pouvoir parler des bits, mais moi je l'ai déjà prononcé. Mais déjà, enfin, pour le coup, je pense qu'on a aussi un problème, c'est qu'on a aussi une atmosphère, qui rend normal en fait qu'une femme va recevoir plein de photos, plein de demandes, malgré ses noms, malgré le fait qu'elle bloque les gens, ou des gens vont même des fois recréer de nouveaux comptes pour continuer à l'harceler. Parce qu'on vit vraiment donc dans une société où les gens ne comprennent pas un nom, ne comprennent pas qu'une personne ne veut pas forcément recevoir la bite de telle personne. T'as gagné. Et le doublé. Voilà. Mais pour le coup, voilà, donc je pense que c'est vraiment un problème qui du coup générationnel aussi. C'est ce que j'allais dire. Ouais. Moi je pense que si les smartphones existaient dans les années 60 ou 70, on est d'accord là-dessus. Ça serait arrivé aussi, ouais. Oui, c'est ça. Les mecs qui montrent leur les agressions, parce que les agressions et les viols et tout ça existaient déjà, donc c'est pas quelque chose qui vient d'être créé avec les années 2000, c'est juste qu'on a plus facilement une libération de la parole parce qu'aussi ces actes, du coup on en parle plus facilement, on en parle plus facilement que dans des années où du coup c'était limite honteux pour la femme. On peut le voir qu'aujourd'hui dans le monde c'est encore souvent un tabou de parler de viol, et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le fait de pouvoir pointer du doigt et de montrer que des stars peuvent parler, comme ce qui a été montré, ça libère la parole, et ça montre aussi que même dans des organes ou dans des instances où on pouvait penser que ça n'existait pas et que ça n'était pas possible, c'était possible, et c'était souvent et pratiquement que des hommes à chaque fois qui le faisaient. Je rejoins totalement ce que tu dis, Majdi, et alors c'est vrai que c'est sûrement pas générationnel, tu as totalement raison là-dessus, mais par contre au niveau de l'accessibilité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de rentrer en contact avec quelqu'un, donc il y a juste à avoir un compte Instagram, et puis grâce à internet aujourd'hui on peut envoyer tout ce qu'on veut par photo. C'est vrai qu'avant je pense que c'était beaucoup plus compliqué pour le petit et pour l'ancien du village d'aller se prendre en photo, publier la photo, la mettre dans une lettre, la poster, l'envoyer à la femme du maire. Les hommes montraient... Fallait faire tirer la photo, hein. Oui, fallait aller chez le mec et dire bonjour, vous pouvez me rendre les photos que je vous ai envoyées. Non, par contre, des hommes qui faisaient des exhibitions sexuelles dans la rue et tout, moi la première fois j'avais 18 ans quoi. Ah oui. 18 ans quand un mec s'est défroqué dans la rue, qu'on me l'a montré, et non mais ça il y en a toujours eu, il y en aura toujours, je pense. Et il y a eu une enquête sur les hommes qui envoyaient des dick pics. Vous pouvez retrouver ça sur internet, je me retrouve plus. Dick pic c'est de l'anglais, ça veut dire photo de bite. Voilà, triplé. Et un certain pourcentage disent que c'est pour faire plaisir, et un autre dit que c'est punitif. Voilà. Tu reçois beaucoup de photos de bites, toi, Lola, par jour? Ouais, alors, pas par jour, mais la dernière fois, par exemple, je reçois une bite d'un texto et je marque c'est qui. Il me répond pas et il marque pas qui c'est. Parce qu'il pensait que tu allais peut-être le reconnaître. C'était quelqu'un que je connaissais, c'est ça le pire, et donc même pas bonjour, non, juste une bite. J'ai bloqué, je dis mais c'est quoi? C'est n'importe quoi. Des fois des vidéos carrément de copulation, quoi. D'ailleurs, on embrasse ta sœur Anastasia aussi, je sais qu'il lui arrive aussi des aventures formidables sur les réseaux. Tout le monde dit que c'est pas générationnel. Peut-être que c'est l'accès à l'appareil photo où on doit pas faire un tirage, etc. qui le fait, mais je trouve que le send nudes, il se démocratise de plus en plus, et moi quand je monte à des amis ou ma mère ou des femmes qui m'entourent et que je leur dis ce que je reçois ou que je leur montre ce qui se passe. Non mais je leur montre ce qui se passe tout simplement, où c'est devenu banal pour des hommes de demander des nudes. Tu chattes une nana 2-3 jours et tu lui dis send nudes et ça te paraît complètement normal. Alors qu'il y a 10 ou 15 ans, je pense que tu faisais ça, tu te prenais une tarte. Enfin, la prochaine fois qu'elle te croisait. Est-ce que t'as déjà abordé ce sujet avec ton père par exemple? Parce que son père c'est un gros mannequin international. C'était celui qui était dans la pub Azzaro, je sais plus qui. Lui par exemple, qui est un très bel homme, etc. Qu'est-ce qu'il pense de cette démocratisation avec les réseaux sociaux, de ces envois de photos un peu bizarres? Alors je pense que lui à son époque, c'est comme mon parrain qui s'appelait Albert Delegue. Ils avaient un succès auprès des femmes qui était tel que tu t'avais même pas besoin de parler. Et ça m'arrive moi-même parfois où genre on vient vraiment me saisir la bite en me disant j'ai envie de toi, alors que je connais même pas son prénom, je sais pas. Alors que tu l'as rien
Marine, jamais. Elle, une mais c'est une agression, ça. Ah oui, c'est une agression, mais parce que je suis un homme, ça serait censé me faire plaisir quand je raconte ça à mes potes, à qui ça n'arrive pas, ils vont me dire ah putain mais moi j'adorerais que ça m'arrive. Mais c'est même pas une question du physique de la nana en face, c'est juste moi elle va pas m'attirer parce que justement elle a été aussi crue quoi. C'est peut-être là le chasseur qui revient, je ne sais pas, mais j'ai pas envie de ça quoi. En tout cas c'est quand même très important de dire aux personnes qui nous écoutent que Internet c'est pas un monde abstrait ou un trou noir, c'est-à-dire ces images restent. Et d'ailleurs le plus gros drame qu'on accompagne nous dans nos permanences c'est le revenge porn. Ce sont des filles qui de toute bonne foi avaient leur petit copain, elles étaient amoureuses, elles trouvaient ça complètement anodin de lui envoyer des photos portable aussi bien sûr. Elles avaient un lien de confiance, jamais elles auraient cru que pour se venger ces photos feraient le tour du lycée et je vous assure que c'est massif. Alors Camille, peut-être qu'on peut profiter de l'antenne pour dire aux gens n'envoyez jamais de photos de vous à poil. Bien sûr. Vraiment jamais. N'envoyez jamais de photos de vous à poil, homme comme femme. Sur internet rien ne s'oublie. Sinon envoyez mais que à Lola, comme ça nous on n'a pas de... Et pour les femmes que à Camille. Il y a plein de les vidéos fans sur c'est des marin. mecs, sur des mecs connus et tout, des footballeurs, des trucs. C'est choquant tout ça. Oui, et puis ça devient un élément de chantage, etc. Enfin bref. Quelqu'un veut ajouter encore un petit mot. Vous avez été tellement sage. Vas-y, je t'en prie. Revenir. En fait, ce qu'elle veut dire, je pense, quand elle dit qu'on s'acharne sur lui. Alors tu parles de qui? De Trintignant, je crois. Alors là, c'est toi. Là, c'est un retour. Ouais, mince, pardon. Nadine Trintignant, d'accord, la réalisatrice qui a défendu Polanski. Quand elle veut dire qu'en fait, en gros, on s'acharne sur lui, on le lâche pas, alors qu'il y a plein d'hommes qui ont commis des viols et on n'en parle pas, mais c'est normal, c'est parce qu'il est connu. Donc forcément, on va plus en parler. Quelqu'un qui est dans l'ombre, on va pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Quelqu'un qui est connu, ça va faire polémique. Oula, attention, il y a John là qui se marre pas. Quelqu'un qui est connu. C'est vrai. Dès que tu es un peu dans la lumière ou dès que quelqu'un est un peu plus connu, ça va faire forcément plus polémique qu'un inconnu. C'est normal. Et tant mieux. L'affaire Weinstein, ça aurait pas fait autant d'éclat si ça avait pas été Weinstein. Et Polanski, c'est la même chose. Donc moi, je suis pas ravi, mais je suis content que ça arrive et que ça libère un peu plus de paroles. Ça libère. En même temps, t'en as d'autres qui vont prendre la parole pour te dire mais on ne sait plus comment draguer une femme, on ne sait plus comment les aborder. Je pense que c'est vrai. Et Fatima va répondre c'est très simple, il faut les écouter. Voilà. Il faut les écouter. C'est déjà un bon début. Il faut pas draguer les féministes, c'est tout. Non, je suis pas sûr de toute façon. Il y a différents types de féministes aussi. Moi j'avais un débat il y a pas longtemps là entre fémène et féministe. Je suis très féministe. Dès que je vois les affiches collage féminicide machin, on est à la 131e femme je crois. 132 même. 132 voilà, entre hier et aujourd'hui voilà, il y en a une deuxième, enfin une 132e. Je pense qu'une fémène qui va dans une église en Russie et qui monte ses seins, finalement l'impact qu'elle a il est amoindri et presque il est pas du tout bénéfique à la cause féministe. Après, en fait si je commence à gueuler et que je t'écoute pas, il n'y aura pas de débat et jamais t'écouteras ce que je te dis en fait. Et je pense que les fémènes c'est un peu ça, c'est vraiment je gueule et les ceux qui étaient féministes à la base presque vont se dire mais qu'est-ce qu'elle fait là. On voudrait que le mouvement féministe soit le seul qui ne soit pas traversé de courants. Dans le mouvement féministe historiquement il y a plein de courants contradictoires, il y a même du fémo-nationalisme, c'est-à-dire féministe extrême droite et ce qu'il faut c'est s'intéresser à leur production théorique, à leur donc elles baissent que des grands blancs du coup quoi. Parce qu'elles ne sont pas toutes d'accord entre elles. Et tant mieux, c'est aussi la recherche intellectuelle. Ça je connaissais pas. Je pense que comme l'homonationalisme. Je pense que le féminisme c'est juste d'écouter les femmes, c'est-à-dire elles disent oui, ok, elles disent non, c'est non, qu'elles aient pas forcément besoin. C'est juste que la femme soit libre et égalitaire par rapport à l'homme. Si tu vois une nana se faire agresser, t'essayes d'intervenir. Je pense que c'est ça aussi, c'est pas juste. C'est pas que pour une femme, c'est valable pour un enfant, pour plein de gens, pour n'importe qui qui est en situation de souffrance. C'est un contrat, je ferai pas chier. Oui, tu arbitres au moins. Tu filmes alors. Pour tes réseaux sociaux. Vas-y Majdi, on terminera là-dessus. Pour terminer, pour le coup, le problème aussi qu'on a souvent avec la question du féminisme, c'est que souvent on a des hommes qui du coup commentent les formes de féminisme, que les femmes peuvent organiser tout, alors que souvent ce qu'on oublie aussi c'est que c'est des femmes et donc elles peuvent s'organiser toutes seules, elles peuvent aussi faire en sorte de faire leur propre choix de comment est-ce qu'elles veulent s'organiser si elles pensent que une action comme celle des fémènes est efficace, si c'est leur mode d'action. Je pense qu'il faut à chaque fois les respecter, donc il faut respecter ces formes d'action et il faut accepter, il faut aussi arrêter d'avoir des hommes qui à chaque fois commentent et font des remarques sur chacune de leurs actions. Mais je pense pas que je les respecte pas en disant ça, je dis simplement que le poids de leur parole est moindre. Laisse-moi finir. Et je pense que si elles en arrivent à là, c'est aussi qu'il y a aussi des raisons et que pendant souvent elles étaient délégitimées dans leur action et que pour le coup, ce qui marche aujourd'hui pour permettre aussi à ce qu'on ait une libération de la parole, c'est qu'on ait des outils qui sont mis en place comme les réunions non mixtes et tout. Donc voilà. Je comprends totalement ce qu'essaye de dire Majdi, c'est que
en fait, ce qu'il explique, je pense que ce qu'il voulait dire, c'est de que l'aspirateur. qu'il y avait Oui, encore de la poussière. c'est que les hommes souvent arrivent comme donneurs de leçons. Généralement, ils ne commentent pas, ils viennent et ils disent peut-être que ce serait mieux comme ça, ou peut-être que ce mouvement-là n'est pas légitime. Inversement, c'est pas du tout ce que je dis, j'ai pas dit que c'était pas légitime. Vas-y, Stanislas. Je me permets en 2 mots, mais en fait, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens aussi de commenter et de donner des conseils. Enfin, tu vois, je suis un homme, donc je pense que je peux vous donner un conseil bien pour sûr, vous dire qu'il faut arrêter des conseils. Et nous, Qu'est-ce qui vous dit que je suis un homme? Et non, mais nous aussi, on peut donner notre avis. Je pense. Moi, je suis non-binaire, y a pas de problème. Personnellement, montrer ses seins, enfin, je comprends pas à chaque fois quand je vois. Et au contraire, on devrait être content que les hommes s'intéressent à ces causes-là. Enfin, moi, ça me dépasse pour les gens. En général, ils s'intéressent au moment où ils vont dire, disons, la poussière, là, il y en a encore. C'est pour les critiquer, quoi, à chaque fois. On est dans le mouvement. On a le droit, on va pas vous parler tous en même temps, les amis. Ce qu'il veut dire, c'est commenter, peut-être d'accord, juger, non. Voilà, c'est un peu. Oui, non, mais vous avez vu, mais c'est aussi peut-être justement ce qu'il voulait dire. Attends 2 secondes, Marin. Ce qu'il voulait dire, c'est que justement, c'est que quand l'homme vient et toujours ramène la femme en dessous de lui, revient en tant que au-dessus de la femme, et pour dire c'est mieux de faire ci. Je comprends le message qu'il veut dire, et je comprends, et je suis d'accord avec toi. Bien sûr qu'on a le droit de commenter, vous avez le droit de ne pas être d'accord, et on va changer de sujet. Dernier mot, Marin. Donc si j'étais une femme, j'aurais le droit de dire que les femmes, parce qu'elles sont trop extrémistes, desservent la cause. Non, c'est pas ce que je dis. Tu aurais été au centre des enjeux. C'est-à-dire que quand tu es tellement concerné dans ton vécu, bien sûr, mais quand tu es au centre de ces enjeux et que tu les vis dans ton vécu de façon quotidienne, tu as un peu plus d'éléments pour avoir, disons, une photographie d'ensemble des enjeux que quand tu essayes, même avec la meilleure foi du monde, d'imaginer ce que c'est que d'être une femme j'ai un truc à dire absolument là. Vas-y, lâche-toi. Parce que là, en fait, le droit de vote des femmes, tout ce qui s'est passé là, tout ce qu'on a droit aujourd'hui, c'est grâce à des femmes. Mais est-ce qu'elles ont montré leur sein pour faire ça? Je pense pas. C'est ça le truc. En fait, qu'est-ce qu'elles foutent, elles, à faire des manifs avec les seins à l'air? Ça change quoi? En fait, en vrai, à chaque fois que des femmes, les mouvements féministes se sont organisés, chaque fois on trouvait qu'elles allaient trop loin. Donc les suffragettes qui brûlaient les églises, ça va trop loin. Les féministes des années 70 qui organisaient des avortements dans l'espace public militant, ça allait trop loin. Et à chaque fois, on mesure quand même que ça aboutit à quelque chose. Je dis ça, je me désolidarise complètement, par contre, pour des raisons politiques, avec les fémènes. Mais c'est plutôt, c'est pas tant sur la façon de militer, parce que je trouve que cette idée de sortir torse nu avec des slogans et de dire on sort comme ça et on se fera pas agresser et on est capable de faire un happening au milieu du Vatican, etc., c'est bien. Je pense que par contre, si j'étais plus d'accord avec le discours et le projet politique qu'elle défendait derrière, j'adhérerais plus à leur façon de faire. Merci Fatima, on va changer de sujet, on va rentrer, on va parler justement de ce qui se passe chez les étudiants, et puis on va illustrer le débat qu'on va avoir juste après, et puis les informations que vont nous apporter Majdi et Stanislas. D'abord, Bilal, est-ce que tu peux envoyer la petite vidéo résumée de ce qui se passe en ce moment, s'il te plaît? Merci. Je t'entends pas, hein, donc vas-y, ouvre la porte et puis parle-moi. Tu mets la troisième vidéo, la vidéo résumée. Qu'est-ce qui se passe? L'explication du jeune immolé ? Oui, c'est ça. La troisième. Vas-y, Bilal, vas-y. Et tu veux des sponsors, c'est ça? 3 jours après l'immolation d'un étudiant de 22 ans à Lyon, l'émotion est toujours très vive. Le jeune homme brûlé à 90% est dans un état grave. Il avait laissé un message sur les réseaux sociaux où il dénonçait sa précarité économique. Nicolas Repère. Juste avant de s'immoler, l'étudiant lyonnais a envoyé un SMS à Laetitia, sa petite amie, toujours sous le choc. On réalise pas encore ce qui s'est passé. Dans son message, il lui explique que l'université était au courant de sa situation et n'a rien fait. Il avait plus de revenus, plus une quelconque aide. Il a demandé une aide au Crous. On lui a refusé l'aide ponctuelle. On lui a refusé de lui donner ne serait-ce que 100 €, ne serait-ce que 200 € pour juste payer les frais d'inscription, payer des bouquins, manger en fait, payer les transports. On lui a refusé, on lui a dit que cette aide, elle était là pour aider les étudiants qui étaient vraiment en galère. Militant comme lui au syndicat Sud étudiant, Jean-Baptiste connaissait ses difficultés financières, mais il n'aurait jamais imaginé un passage à l'acte. On en parlait souvent, il cherchait un emploi, qu'il n'arrivait pas à s'en sortir, beaucoup de tristesse, en même temps de la rage contre ce système qui broie des gens sous la précarité. À Lyon, le syndicat appelle à un rassemblement demain devant le restaurant universitaire pour dénoncer la précarité des étudiants.
Merci beaucoup, Bilal. Donc, Majdi, je vais te poser la question à toi directement. Tu viens de me dire que tu étais dans cette université de Lyon 2. J'aimerais savoir comment est-ce que ce jeune étudiant ait pu arriver à s'immoler devant le Crous. Alors pour le coup, cet étudiant, il vit ce que vivent plein d'étudiants, c'est la précarité étudiante au quotidien. Ça veut dire devoir faire avec pas grand-chose déjà lorsqu'on est boursier, comme il le dit dans son texte. Alors il y a un chiffre qui est sorti, c'est 1 étudiant sur 5 apparemment qui serait en précarité au niveau de ses études. C'est ça, et donc 20%. C'est ça, et pour le coup, on a aussi des chiffres qui sont que plus de 75% des étudiants ne sont pas boursiers. On a aussi d'autres chiffres qui sont qu'un étudiant sur 2 se salarie à côté de ses études. Donc ça montre à quel point il y a un vrai problème. Juste pour expliquer, un étudiant boursier, c'est un étudiant dont les parents ne peuvent pas assumer la scolarité et qui va donc faire une demande à l'État et qui peut toucher jusqu'à 400 euros par mois. Alors en gros, donc déjà c'est le Crous qui fixe, on va dire, les règles. Bon, l'État en vrai qui fixe ces règles-là. Et donc lorsqu'on dit que les parents ne peuvent pas, ça ne veut pas forcément dire que les parents ne peuvent pas réellement ou que un étudiant est plus précaire qu'un autre, parce qu'aujourd'hui on a un problème, c'est qu'on a un système de bourse qui se base sur la situation des parents. Alors que personnellement je n'ai pas la carte bleue de mes parents, donc je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on serait basé sur ce critère-là. Et le système de bourse il commence à 100 euros, donc avec l'échelon 0 bis, donc c'est l'échelon minimal, et il va jusqu'à 560 euros qui est l'échelon maximal. Sauf que 560 euros ça reste insuffisant, c'est en dessous du seuil de pauvreté, et donc ça veut dire que tous les étudiants vivent sous le seuil de pauvreté. Quand on dit 560 euros, juste pour comprendre, c'est généralement pour des étudiants qui quittent leur ville, qui quittent leur famille. Ils peuvent être aussi, ils peuvent toucher autant d'argent, autant entre guillemets, et vivre encore chez leurs parents. Je ne pense pas. Si les parents sont au chômage et qu'ils ne touchent rien du tout, ils peuvent toucher cette somme-là. D'accord, donc, mais pour les élèves, par exemple, parce qu'on a vu un reportage justement qui était très choquant sur une étudiante de Lyon aussi, qu'ils avaient suivi dans le quotidien. Donc elle payait un loyer à 500 euros et ensuite il lui restait 60 euros pour vivre. Ses parents étaient au RSA. À aucun moment elle ne pouvait demander de l'aide, et puis elle avait de la chance d'être coach sportif. Donc elle avait trouvé un petit deal avec le club de foot pour qu'il puisse lui payer ses courses et pour qu'elle puisse manger tous les mois, et en retour, donc en plus de ses études, elle allait entraîner les jeunes les jeunes au foot. Donc c'est vraiment pour que vous compreniez que même quand on nous dit 450 ou même 500 euros, c'est pas du tout assez pour vivre, pour se loger et pour pouvoir étudier dans des bonnes conditions. Est-ce qu'il y a des APL dedans? Alors, elle justement, c'est ça que je me demande. Tu peux demander ensuite les APL si tu as un appartement, bien sûr. Donc les APL, c'est pour les personnes qui sont décohabitants, donc ça veut dire qu'ils ont leur propre appartement. Et ce qu'on peut aussi constater, c'est que, on a un système donc qui est aussi injuste parce qu'il exclut plein de gens. Il exclut les étudiants étrangers, il exclut des personnes qui n'habitent plus chez leurs parents. Imaginons, une personne qui n'est plus d'accord avec ses parents, cette personne, elle va devoir continuer à donner la fiche d'impôt de ses parents pour être jugée sur la situation de bourse. Et donc ça veut dire que c'est une personne qu'on va continuer à juger alors qu'elle est en conflit avec ses parents, et pour être enlevée de la fiche d'impôt de ses parents, le Crous tout simplement demande à ce que la personne porte plainte contre ses parents pour pouvoir demander une aide à l'autonomie, et qui est de l'ordre de 560 euros aussi. Donc ça veut dire que même lorsque la personne on acte qu'elle est vraiment autonome et qu'elle doit se démerder pour pouvoir subvenir à ses besoins, en fait on lui donne de quoi payer un loyer, et en sachant aussi que Lyon fait partie des villes les plus chères selon le classement de l'UNEF qu'on sort tous les ans, avec bien sûr Paris en tête. Il faut en moyenne à peu près 1200 euros par mois pour un jeune pour pouvoir subvenir à ses besoins à Paris par exemple. Donc c'est un SMIC qu'il nous faudrait pour pouvoir subvenir à nos besoins. Attends, donc là tu viens de lancer un petit argument comme ça, mais que je trouve totalement fou, moi. C'est-à-dire qu'une personne qui va être en conflit avec ses parents et qui va demander une bourse, elle va devoir, entre guillemets, amplifier ou en tout cas valider au niveau de l'État le conflit qu'elle a en déposant plainte contre ses parents pour pouvoir légitimer. Avoir donc cette allocation à l'autonomie. C'est incroyable. Qui n'est pas forcément. Ça te pousse au conflit en fait. C'est-à-dire que donc par contre, on n'a aucun problème quand les femmes déposent plainte, comme on a vu la dernière, par exemple la 131e entre guillemets. On a vu partout le témoignage
témoignage de sa fille qui nous disait qu'elle avait porté plainte, qu'il y avait eu une main courante et que les policiers, en plus de ça, les gendarmes, alors après je ne juge pas, mais ont mis énormément de temps avant de venir. 30 minutes, je crois qu'ils ont mis. Il s'est rien passé, donc c'est-à-dire qu'elle dépose plainte et derrière, il n'y a même pas le retour efficace qu'il faut derrière. Là, carrément, on incite les étudiants aussi. Acter le litige avec ses parents pour pouvoir. C'est incroyable. C'est un dépôt de plainte, tu es sûr, il n'y a pas besoin juste d'une main courante ou juste une petite action. Il faut lancer une procédure judiciaire pour demander en tout cas l'autonomie. Donc c'est une plainte parce qu'une main courante ça peut pas Ça sert à rien de porter plainte, franchement. Et pour le coup, c'est pour ça que ça sert à rien, mais quand tu es déjà en conflit avec tes parents, que tu as des problèmes pour te nourrir, te loger, vivre, on te propose quoi comme solution pour toucher ta bourse? C'est d'aller porter plainte contre tes parents, c'est-à-dire te rajouter des problèmes. Parce que comme je disais tout à l'heure, je suivais surtout des jeunes femmes. C'est incroyable. Et pourquoi je les suis la plupart du temps? Parce qu'elles sont en rupture familiale, qu'elles ont fui leurs parents qui peuvent être extrêmement violents, hein, les parents, ou bien qu'ils ont chassé leur enfant pour cause d'homosexualité ou quoi, ou qu'il y a une vraie rupture, un vrai contrôle ou des violences physiques envers leurs filles qui sont parties. Et par ailleurs, le tiers de ces filles vont, alors qu'elles sont même mineures ou quoi, à un moment se prostituer, tellement elles sont dans la misère. Donc c'est vrai que c'est extrêmement grave de ne pas prendre en compte les situations individuelles de personnes qui souvent ont des raisons et limite on peut leur dire, nous-mêmes on leur dit mais retournez pas chez vos parents dans les conditions des récits que vous nous dites. Alors je te laisse continuer. Donc on a entendu ces différents arguments, ces différents exemples que tu nous as apportés. Donc aujourd'hui, toi qui es étudiant, est-ce que tu ressens cette précarité? Parce que là, l'acte de ce jeune Lyonnais, il a quand même été fort, il s'est quand même immolé devant le Crous. Il n'a pas fait juste, entre guillemets, voilà, c'est pas du tout bénin de se immoler, juste pour être bien précis, c'est se mettre le feu, c'est-à-dire on va se vider. C'est un suicide, mais c'est quand même un suicide qui est ultra barbare, exactement. Et aujourd'hui, donc, il est entre la vie et la mort, il a 80%. 90% brûlé, on ne sait pas s'il va s'en sortir ou pas. J'ai vu d'autres jeunes, dont Marine, j'ai oublié, la présidente de l'UNEF qui était... Mélanie Luce, pardon. Mélanie Luce, j'ai un gros problème avec les prénoms, moi. Parfois, j'oublie même le mien, hein, vous inquiétez pas. Donc, on lui a, entre guillemets, reproché les diverses réactions qu'ont pu avoir certains manifestants, et puis on va voir la vidéo juste après. Mais ce qu'elle disait, justement, le problème, c'est qu'on n'a pas eu de réponse claire de l'État. Alors, ok... Il y a une ministre qui s'est déplacée à Lyon pour parler, mais sans jamais... Pour parler au Crous, mais sans jamais évoquer ce jeune de 22 ans. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui, vous, à l'État, et quelles sont vos revendications et quels sont les prochains actes? Parce qu'on sait que actuellement, vous êtes vous êtes en train de parler, de dénoncer certaines choses. Et de se mobiliser, du coup, sur la question. Quelle va être la suite? Pour le coup, déjà, nous, on dénonçait l'absence le fait qu'on ait un ministère qui soit complètement silencieux, l'absence de la ministre dans un tragique du coup. On parle même pas de Blanquer. Hein. C'est ça. Pour le coup, avec des ministres aussi. Là, qui parlent parce que le portail du ministère de l'enseignement supérieur est tombé. Mais sauf que si le portail n'était pas tombé, je pense que on n'aurait pas eu de réaction de la ministre. Ouais, mais tu désapprouves la méthode. Pour le coup, tu désapprouves la méthode d'enfoncer le. Mais moi, je vais pas forcément fonctionner de cette manière-là. J'étais. Mais t'as le droit d'être au rassemblement. J'étais au rassemblement du Crous de Paris, et donc pour le coup donc on a aussi fait en sorte qu'il n'y ait pas forcément de violence envers le bâtiment du Crous parce qu'il abritait des étudiants. Par contre, moi je peux comprendre la colère des étudiants qui vont du coup faire cet acte-là d'aller casser un portail. C'est pas forcément ma manière de faire. Je fonctionne pas forcément comme ça. Tu condamnes et toi tu ferais pas, c'est ça? Alors on va en parler. On en parlera. Franchement, je pense que pour le coup la colère, donc peut avoir. On en parlera juste après. J'aimerais qu'on reste justement sur ce jeune, ce qui s'est passé et les revendications, mais aussi les démarches que vous êtes en train de faire, vous les étudiants. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous demandez concrètement à l'État
à l'UNEF. Qu'est-ce que vous attendez de l'État aujourd'hui? Tout simplement, des mesures d'urgence, parce que ça fait un moment qu'on constate que la précarité elle augmente. Tous les ans, on sort un petit dossier qui dit que la précarité elle ne cesse d'augmenter, et à chaque fois, la réponse de la ministre, c'est de dire que c'est un dossier qui ne veut pas forcément dire grand-chose, et que elle augmente les bourses et qu'elle fait des mesures sociales. On a par exemple la porte-parole de la ministre qui a un peu listé les mesures du gouvernement, en parlant par exemple d'un gel des frais d'inscription, sauf que les frais d'inscription pour cette rentrée ils ont bien augmenté, que ce soit la CVEC qui est l'extension des frais d'inscription, mais aussi pour les étudiants étrangers qui payent jusqu'à 3 770 € de frais d'inscription par an. Donc ça s'appelle une augmentation. Dans le public? Dans le public, dans les universités. Par exemple, à l'université de Lille, en septembre, un étudiant étranger qui voulait s'inscrire en master dans cette université devait payer 3 770 €. Incroyable. Et on nous dit que l'école est gratuite, parce que c'est une université publique. Et donc nous, ce qu'on demande bien sûr, c'est assurer l'accès à l'ensemble des jeunes, et c'est pour ça qu'on a saisi le Conseil d'État, qu'on a saisi le Conseil constitutionnel pour faire en sorte d'assurer cette liberté d'accès à l'éducation pour l'ensemble des jeunes, mais aussi assurer des moyens comme des bourses qui soient suffisantes, qui soient accessibles à toutes et à tous. Ça veut dire ne plus avoir à justifier de la situation de ses parents pour pouvoir toucher quelques euros de bourse, mais déjà les augmenter pour faire en sorte que ce que disait cet étudiant, qu'on ait assez pour subvenir à ses besoins, parce que 450 € qui est pratiquement l'échelon maximal, c'est pas suffisant pour payer un loyer, et c'est tout simplement donc des mesures d'urgence pour résorber cette précarité étudiante qu'on a laissé stagner depuis un petit moment et qu'on a laissé s'entasser, pour qu'on ait des jeunes qui aujourd'hui décident de se suicider à cause de cette situation. D'autant que ce jeune homme, on sait que l'élément déclencheur a été justement cette énième demande qu'il a été portée au Crous, justement, où il a été expliqué qu'il n'y arrivait plus, qu'il avait besoin d'une aide de précarité, je sais pas comment il pouvait demander donc avoir une chance supplémentaire de bourse, donc parce qu'il a utilisé les chances qu'on donne aux étudiants, et donc lui ce qu'il voulait demander en plus, c'était du coup une aide d'urgence, parce qu'il y a donc plusieurs paliers, donc il y a l'aide annuelle, il y a l'aide ponctuelle, et comme il n'a plus droit du coup à l'aide annuelle, il a demandé l'aide ponctuelle, sauf que la réponse qui lui a été portée, c'est de lui dire va travailler, débrouille-toi quoi. Et malheureusement ces réponses, si elles sont portées aujourd'hui par le Crous, c'est parce que le Crous n'a pas les moyens de pouvoir aider les étudiants. Et donc nous, ce qu'on pointe du doigt, c'est pas forcément le Crous, parce que le Crous c'est un service public qui fait avec les moyens qu'on lui donne, mais c'est l'État qui aujourd'hui est responsable de devoir assurer à cette instance, de ne pas donner les moyens au Crous justement de répondre aux attentes des étudiants. On nous a dit aussi qu'il était très entouré. C'est un jeune homme stable. C'est pas. Bien sûr. Pour le connaître, il n'y a aucun souci. C'est vraiment le cri d'un étudiant en détresse. Tout à fait. C'est une personne qui était assez engagée. Donc pour le coup, c'était un représentant étudiant, et donc pour le coup, il connaît assez bien les instances, il connaît assez bien les démarches. Et donc pour le coup, pour qu'un représentant étudiant en vienne à baisser les bras et à tenter de se suicider, c'est que vraiment, toutes les portes étaient bien fermées. Je pense qu'en alors attends, juste après Lola, Stanislas, toi aussi qui étudie, qui était il y a peu, mais bon, tu as 20 ans, c'est ça? Oui, donc t'étais encore à l'école. J'ai fait un doctorat et tout. Oui, voilà. Oula, Stanislas. Vas-y, oui, j'aimerais bien ton avis. Il y a plusieurs choses en fait. Il y a le cas précis de ce qui s'est passé là avec l'étudiant à Lyon. Évidemment, c'est malheureux que ce qui s'est passé. C'est triste pour tout le monde. C'est malheureux qu'un jeune en arrive là. Plusieurs choses. Si on lui a supprimé les bourses, il me semble, c'est parce qu'il a triplé 3 fois. C'était un militant engagé, je crois. Mais peut-être qu'il passait aussi beaucoup de temps à s'engager et qu'il fallait aussi travailler. Qu'il a redoublé 3 fois, c'est ça? Il a retriplé. Il a triplé sa L2, il me semble, sous couvert de notre ami. Voilà ça. Je pense qu'il y a aussi, il faut travailler quand on est en fac. Voilà, l'État offre quand même beaucoup de choses. L'État facilite quand même les inscriptions pour les étudiants français. Je pense qu'il y a l'accès à la fac qui est quand même relativement simple. Donc si elles lui ont été supprimées, c'est parce qu'il est triplé. Donc il y a ce côté-là. De deux, il y a le côté, le deuxième point, c'est les méthodes employées. Moi, je ne les partage absolument pas. C'est pas en simulant, même s'il est au bord du gouffre, c'est pas comme ça. Je pense que ça va changer les choses. Ça peut éveiller des consciences, certes, mais ça va pas changer les choses. Et surtout la réponse que vous donnez, en fait, là vous dites on demande l'état d'urgence ou je sais pas quoi, des mesures d'urgence. L'état d'urgence, c'est autre chose. On est le 13 novembre, pardon, excusez-moi, mais vous demandez des mesures d'urgence, mais concrètement, qu'est-ce que vous demandez? Il y a des choses simples. Je crois que l'Uni, par exemple, demandait des choses simples, du style, par exemple, les logements étudiants l'été.
les louer par exemple, des choses comme ça pour gagner de l'argent. Donc il faut proposer aussi. Je finis. Et par exemple, il y a aussi des choses tout bêtes, mais par exemple, c'est depuis Hollande qui voulait déjà baisser les APL. Je suis pas de l'Uni, hein, mais voilà, comme ça, les Hollande voulait baisser les APL, c'est Macron qui les a baissés, etc. Donc l'État est responsable. Et en même temps, moi, il y a vraiment une question que je me pose. Et là, tu vas prendre ça pour une provoque, mais je la pose vraiment. Vous critiquez le fait qu'il n'y ait pas assez d'argent, qu'il n'y ait pas assez de moyens qui viennent de l'État. Il me semble que l'UNEF, vous avez plus de 600 000 euros de subvention de l'État. C'est ce qui a été donné là dans le budget il y a peu. Là. Vous avez 600 000 euros de subvention. Qu'est-ce que vous en faites ? Non mais vraiment, pour le coup, qu'est-ce que vous en faites des 600 000 euros des plus de 600 000 euros qu'on vous attribue? Alors pour le coup, je ne suis pas venu ici avec le quitus financier du c'est pas le trésorier de l'UNEF. Pour le coup, tout à fait. Mais pour le coup, c'est une réflexion de la part d'un étudiant. C'est distribué en service pour les étudiants comme les guides, SOS Exam, SOS Inscription. Enfin parce que l'UNEF c'est aussi un syndicat qui apporte. Non, enfin on en a mais vous n'avez pas de salariés à l'UNEF. Non, on en a mais qui sont du coup assez restreints, donc qui sont enfin de 2, 3. Mais pour le coup, enfin c'est pas principalement ça, enfin qui cause du coup les principaux je dis pas que c'est ça qui de l'UNEF, tous les trucs, les principaux frais, enfin c'est les services qu'on apporte aux étudiants comme les guides SOS Exam, SOS Inscription. Non mais de toute façon, c'est pas forcément le débat là. Oui, c'est pas le débat parce que avec 600 000 euros, avec 600 000 euros et je sais plus combien de millions d'étudiants, on ferait pas grand chose quoi qu'il arrive. C'est quand même une certaine somme. Et si demain on offre aux étudiants 900 euros ou 1200 euros aux étudiants, enfin je pense que l'UNEF n'a pas forcément vocation de continuer à mener l'ensemble de ces combats. Donc enfin je pense que si le gouvernement avait juste à prendre de l'argent des syndicats étudiants pour financer les bourses, je pense qu'il aurait fait déjà depuis longtemps. Stanislas, quand tu as une école par exemple, une université publique où tu dois payer 3 000 euros d'entrée, est-ce que tu peux être conscient qu'il y a certaines personnes qui ne trouveront jamais ces 3 000 euros? Je crois que c'est pas pour les Français pour le coup. Aucun étudiant français paye 3 000 euros. Dans les facs publiques. Si bien sûr. Il y a des facs. Il y a des Français qui payent 3 000 euros pour une fac publique. Il y a des frais d'inscription. Des diplômes. Le frais d'inscription. Il y a des diplômes qui coûtent ce prix-là dans les universités qui s'appellent les DU. Il y a même un diplôme qui vient de Nice, donc de l'université de la ministre, qui coûte autant. Mais par contre là c'est principalement pour les étudiants. Alors, moi je vais te parler de mon cas. Après c'était il y a 10 ans. Moi je sais qu'à l'époque j'ai pas pu aller à Dauphine. Bon, déjà, Dauphine c'est semi-privé, semi-public. Ok, d'accord. Alors moi, en tout cas, c'était proposé. Alors ça, c'est à l'État de situer si c'est public ou privé. En tout cas, elle nous était proposée. Je sais que Dauphine, par exemple, je ne pouvais pas y aller. Je ne pouvais pas y accéder parce que les frais d'inscription étaient trop chers pour mes parents et pour moi à l'époque. Mais c'est malheureux. Mais ça, on peut trouver ça malheureux. Mais en l'occurrence, c'est semi-privé, donc c'est encore un autre cas. Mais je crois que pour les facs publiques, c'est voilà. C'est Sorbonne. Et évidemment, j'ai été à Nanterre, il y a toujours des trucs à payer. Que ce soit un étudiant français ou étranger, les frais sont les mêmes. Il y a pour les étudiants étrangers hors Union Européenne aujourd'hui des frais à 3 700 euros. Enfin, donc ça reste inacceptable. Des frais pour passer certains diplômes, comme tu as dit, pour les pouvoir DU. s'inscrire dans les licences, master et DU. Dans certaines. Je veux juste finir une dernière chose. Une dernière chose aussi. Je pense qu'il y a des choses simples à mettre en place. Le fait que les étudiants travaillent à côté, leur bourse ne devrait pas être baissée, par exemple, à cause de ça. On ne devrait pas baisser leurs aides s'ils travaillent à côté. On devrait les encourager à travailler au côté, au contraire. Bah non, parce que du coup, le temps qu'ils passent à travailler, c'est le temps qu'ils perdent pour étudier. Tu dois pas trouver ça scandaleux. Tu dois pas. Non mais s'ils choisissent de travailler, ils ne choisissent pas, ils le font par défaut. C'est-à-dire que tu veux qu'ils conservent leur bourse même s'ils trouvent un emploi. Bah oui, c'est bien là. Bah oui, c'est déjà le cas ça, en soi. Bah non, c'est pas le cas. Je suis pas vraiment. Quand tu travailles, il y a une réajustation au niveau de la bourse. Il faut gagner un certain montant pour que ce soit pris en compte par le système de bourse. Enfin, il me semble que c'est 1 000 euros, je crois, un truc comme ça. Sauf que bon, c'est pas forcément le cas pour les étudiants et donc c'est pour ça que ça n'a pas beaucoup d'impact. T'as des amis qui subissent ça. Moi j'ai des amis qui travaillent et moi je trouve ça scandaleux justement alors sur leur bourse à côté et les mecs ils bossent à fond, ils se donnent et bah s'ils ont envie de bosser on les force pas. Sauf que ce qui compte pour les bourses c'est les revenus des parents et donc c'est pour ça que et pas que du coup s'ils travaillent à côté. Non mais pas que parce que c'est aussi déclaré mais c'est principalement les revenus des parents qui vont décider du coup des bourses des étudiants. Donc c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Moi peut-être aussi pardon après vas-y non dans ma conception aussi moi de la société moi je trouve ça très bien en même temps qu'il y a une sorte d'entraide familiale et quand les parents ont les moyens mais attends bah non mais d'accord mais pour les parents qui ont peu d'argent tu devrais être content que ces gens-là prennent en compte le revenu des parents. T'es content dans ce cas-là qu'on prenne en compte le revenu. Moi je dis il vaut mieux qu'ils choisissent leurs parents un petit peu mieux dès le début quoi. Parce que pour le coup ils ont qu'à faire ça. Mais en vrai les parents ils ont un seul ou deux salaires ils ont peut-être 2 rapidement Fatima s'il te plaît. Vas-y Fatima rapidement. Mais les parents voilà ils ont 1 ou 2 salaires ils peuvent être très précaires ils ont plusieurs enfants et des parents ils se saignent aux 400 s'ils ne sont pas
pas héritier ou grand bourgeois, etc. C'est quand même une responsabilité très forte et extrêmement culpabilisante. C'est très beau et en même temps très culpabilisant. Ça a beau être beau, ça ne motive pas les gens. Donc là, ce que les gens il y en a d'autres qui vont par exemple conditionner des bourses à un chantage et des violences envers leurs enfants. Et ce que je voulais dire quand même, c'était... Là, c'est vrai que par rapport au profil de cet étudiant, on peut trouver ça étonnant que quelqu'un qui est assez engagé, qui a l'air assez solide, etc., puisse en arriver à ce geste fatal. Et je voulais juste apporter mon témoignage. C'est que moi, ce que je vois effectivement, c'est qu'il avait pas mal de factures, un logement insalubre, etc., et qu'à un moment, il y a eu une avalanche de choses qui lui sont tombées dessus, logement perdu, bourse perdue, demande de Crous rejetée, etc. Et moi, en tout cas, mon expérience, c'est qu'à un moment, je suis venue en tant qu'étudiante étrangère. À un moment, on n'a plus voulu me donner des récépissés, j'avais plus d'autorisation du travail, donc j'avais beaucoup moins de revenus, je pouvais juste trimer au black. Du coup, à un moment, j'ai perdu mon logement. Et alors là, je vous assure, quand on perd son logement, le monde se dévale sous nos pieds. Moi, j'avais doublé justement à l'université parce que j'étais obligée de me salarier et que, personnellement, ça m'a foutu en l'air. C'est que je travaillais... dans des horaires jusqu'à 3h du matin, justement parce qu'il fallait que ce soit hors horaire de cours, et ça m'a juste fracassée, et ça a fait que je ne pouvais pas me consacrer correctement à mes études. Et le fait d'avoir eu donc plus de papier, plus de boulot, plus de logement, j'ai vécu après, pour ceux qui me connaissent, 6 mois dans la rue et après 2 ans et demi en squat, et heureusement que j'ai été accueillie dans un squat pour pouvoir me reconstruire et repartir. Mais je peux vous assurer qu'on peut être super solide, super engagé, que dans ces moments-là, j'aurais vraiment pu très très mal tourner et avoir un geste de désespoir. Je me souviens comment je pleurais tous les soirs en essayant de négocier, de dormir dans un bus de nuit, quoi. Garen. Ok, je pense qu'il y a quand même un gros problème en France, c'est le communisme mental. C'est de penser que l'État te doit tout. De penser que tout est gratuit, que tout tombe du ciel. L'État, c'est nous, c'est la solidarité, c'est nos cotisations. C'est la société, donc c'est nous aussi. Le mec, après avoir triplé, on lui baisse ses bourses, il s'immole, à aucun moment il a pensé, les bourses. À aucun moment il a pensé à aller bosser. Moi j'ai la moitié de mes potes qui ont bossé pendant leurs études, et l'autre moitié, en fait, quand tu fais des bonnes études, quand tu sais que tu vas avoir un job stable derrière, il y a la banque qui peut te faire un prêt pour tes études. Et tu sais que tu le rembourses très bien derrière. Faut arrêter de croire que l'État vous doit quoi que ce soit, ni à personne. Si l'État doit à la jeunesse d'assurer l'éducation. Croire que le pognon il tombe du ciel et qu'on devrait donner 2000 balles par mois aux étudiants. Lui, il a choisi ses parents, justement. Discours de gauche, bonjour. S'il vous plaît, laissez-le terminer, vous aurez chacun le temps pour lui répondre. J'ai la moitié de mes potes qui ont fait un job à côté de leurs études et l'autre moitié qui ont pris un emprunt pour leurs études. Donc c'est sûr que quand tu fais des études, de sociologie, que tu vas finir au chômage derrière à travailler au McDo, oui, la banque va pas te prêter. Mais quand tu fais des vraies études, que ce soit médecine, que ce soit ingénieur, que ce soit école de commerce, la banque t'ouvrira toujours pour te faire un prêt. Devenez tous des requins, pas des sociologues, soyez personnellement, justement, j'ai jamais eu droit à d'aide ni rien par rapport au salaire de mes parents parce qu'ils gagnaient trop. Donc voilà. Mais je savais pas. Je comprends. Je vais répondre à TDM maintenant sur Insta. Mais je comprends totalement. Quelqu'un arrive au point de se mettre le feu, c'est que vraiment il en peut plus, quoi. Il pouvait pas aller travailler. En 2015, il était incapable d'aller travailler. Tu sais, moi, ma sœur, par exemple, après avoir redoublé 3 fois. Je prends un exemple de ma sœur qui a rien à voir, mais qui fait des études. Elle travaille toute la journée, quoi, à l'école. Elle a pas le temps de travailler, vraiment. Heureusement qu'il y a ma mère qui paye tout. Mais si elle aurait pas ma mère, je sais pas comment elle aurait fait. Elle fait quoi comme étude? Elle a mode art international pour faire stylisme. D'accord. Et donc ça te prend toute la journée. Et après, le temps que tu as, c'est pour coudre ou faire des trucs. Ça sert autant en 2015. Oui, non, c'est des métiers qui ont des débouchés professionnels totalement. Oui. Oui, dans le luxe, quand tu fais designer dans le luxe, je vous amène aussi des chiffres pour étayer mes discours. En 2015, il y a un jeune qui est mort de faim chez lui. J'avais vu ça parce que sa famille, apparemment, elle était pas ici. Enfin voilà, il vivait pas avec sa famille. Il était seul, un étudiant seul, et il est mort de faim chez lui. Et ça, on n'en a pas entendu parler. Donc je pense qu'il a fait ça, ce jeune. J'aimerais pour que ça parle en fait, pour que j'aimerais te poser une question à tout le monde. Est-ce que tu penses vraiment que s'il avait eu d'autres choix, quand tu dis il aurait pu aller travailler, tu sais par le fait est-ce que tu sais pour lui c'est possible. Comment est-ce que tu sais qu'il est de gauche, comment est-ce que tu sais que par exemple il veut pas travailler, il est solidaire, je crois. Il est solidaire. Voilà, c'est encore plus. Non mais c'est pas le problème, mais tu ne sais pas, ça se trouve il a subi énormément de refus, il a pas trouvé de travail, peut-être que son emploi du temps ne matchait pas avec. Même chez McDo, il y a toujours du travail avec les horaires qu'il faut, ou au pire dans la restauration. Moi j'ai les 3/4
3/4 de mes potes qui bossaient, ils bossaient dans la restauration. Tu peux très bien faire 15 heures, 20 heures par semaine, te prendre 600 ou 700 euros en plus. Faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Il y a du travail. Il y a des horaires où tu peux pas travailler. Il essaye de forcer la porte, Guitou, il est pas bien. Moi, je t'assure, ma soeur ne peut pas travailler à côté. Il faut être rentrer bientôt. En plus, ça te fracasse. Tu peux pas faire des études sérieusement. Oui, mais même. Vas-y, Stanislas. Mais la majorité qui le font. Mais ils sont Stanislas. Non, mais en règle Encore générale, 5 minutes et ensuite on appelle François Boulou. En règle générale, on est tous d'accord pour dire que c'est pas forcément facile tous les jours, mais il faut arrêter tout le temps de se victimiser, de penser, je suis totalement d'accord, penser qu'on doit tout, qu'on doit arriver, on doit aller en fac, qu'on doit se faire payer en plus. Enfin voilà, faut arrêter aussi à un moment donné. Moi Arrêtez quoi? C'est ça d'être. Il faut arrêter de se plaindre tout le temps. Donc faut mourir de faim quoi. Mais non, mais il y a un juste. Aux États-Unis, il y a un juste milieu. Il y a un juste milieu entre le discours que vous prenez, solidaire, l'UNEF, etc. Et en plus que vous prenez de façon, à mon avis, scandaleuse dans la façon dont vous intervenez, que ce soit à Lille, partout, au ministère, etc. Et ça veut rien dire, mais. Bah si, ça veut dire quelque chose. Non, ça ne veut rien dire. Intervenir d'une manière. Si, vous intervenez de façon scandaleuse. Mais c'est comme dire ça au SDF. Il y a des gens. C'est quoi le rapport avec les Non, mais il y a des gens qui n'ont qu'à travailler. Parce qu'il y a des étudiants SDF. Mais juste pour la question du prêt et compagnie, c'est pas ça la solution. Parce que ça, c'est les précariser encore plus. La solution, c'est que l'État, en fait, assure sa mission d'assurer à sa jeunesse. Donc, on lui demande pas d'offrir à tout le monde, des choses. On lui demande d'assurer un pilier à sa jeunesse pour qu'elle puisse avoir un diplôme de qualité, avoir une formation pour pouvoir s'insérer dans le marché du travail. C'est tout ce qu'on demande. Le diplôme, faut le mériter. C'est pas à l'État de donner le diplôme. Pourquoi est-ce qu'il faut le mériter? Faut travailler. Et il faut le mériter par rapport à quoi? Par rapport au travail. Par le travail. Par ses études. Par le travail. Oui, pour cela, il faut lui permettre de s'inscrire à la fac. À la fac, encore une fois, les inscriptions. J'ai une question pour toi. Les frais d'inscription sont minimes. Elles sont pas minimes aussi. J'ai une question pour toi. Alors après le minime, pour certaines personnes, 300 €, c'est beaucoup. 500 €, par an, je pense que 200. 3 fois. 2 secondes. Est-ce que tu penses parce qu'il faut rien. 2 secondes, les amis. 2 secondes. Non. Garen, je te donnerai le numéro de Lola. Tu iras boire un verre avec elle après. On peut. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Ça suffit les violences faites aux femmes. Genre la double peine, tu vois. Mais double peine, c'était pas un raccourci. Non, c'était pas double peiné, calme-toi. Est-ce que selon toi, est-ce que tu penses que l'État fait assez de choses pour les étudiants aujourd'hui, ou est-ce que tu penses qu'il y a des choses à... Moi, justement, dès le début, j'étais dans le même camp, les deux, là. Pas du tout. Non, mais dès le début, justement. Il y a des divisions partout et très jeunes. J'étais à l'UNEF aussi avant. On s'en fout de ta vie. Vas-y. Deux choses. C'est que déjà, dès le début, je commence à dire qu'il y avait des solutions à aller chercher. Notamment, par exemple, j'ai parlé du fait que les socialistes, Macron, aient voulu baisser les appels. Ça, je trouve ça scandaleux. Donc, j'ai pas dit que l'État. Si, Hollande voulait baisser aussi. Hollande voulait baisser au début. Bah oui, et les socialistes. Vas-y. Non, mais attends, ça fait un moment que des gouvernements. Vas-y, tu termines. Majdi te répond et ensuite Marc. Encore une fois, il faut pas tomber justement pour le coup dans les extrêmes et dire que c'est noir ou blanc. Je dis qu'on peut critiquer ce que fait l'État, on peut faire des remarques, baisser les appels, c'était pas une bonne solution. Je suis contre ça, etc. Mais tout comme il y a des solutions que je pense qui peuvent être à mon avis bonnes, du style par exemple louer pour trouver de l'argent, parce que l'argent faut la trouver aussi. C'est bien de dire l'État doit donner, l'État doit donner. Louer quoi? Alors c'est la deuxième fois que tu nous parles de ça. Et ça, je te louer quoi? Et je t'ai donné un exemple tout à l'heure. Je dis les logements étudiants l'été. Ils peuvent être loués par exemple, ils sont pas forcément habités. On peut louer. D'accord, d'accord. Tu parles de l'État, que l'État loue. Oui, sont déjà loués l'été. Pas tous. Non, mais j'ai un truc à dire. Alors vas-y, Lola, rapidement. Ou même carrément avec des étudiants, ils devaient rembourser. Après, ils font des enquêtes, ils découvrent qu'en fait, il y a des. Ils ont fraudé. Mais des appels, moi je. Ils n'ont pas fraudé. Il suffit de s'absenter. Non, c'est juste parce qu'il suffit de s'absenter à des examens ou sinon de ne pas avoir de justificatif, qui soit du minimum. Justificatif qui répond aux examens, on lui demande de rembourser, c'est encore le minimum. Non mais laisse-moi finir. Il y a justificatif et justificatif. T'as des justificatifs qui sont acceptés par l'université. Il suffit que ce soit un truc qui ne soit pas forcément accepté par la fac pour que la personne se retrouve défaillante. Donc elle doit passer directement au rattrapage ou sinon redoubler. Et en plus de cela, rembourser sa bourse. Même quand on te donne des étrennes, c'est compté comme de l'argent que tu gagnes. Juste une vraie question. Appelle le bilan s'il te plaît. C'est un problème du coup. Une vraie question auquel tu peux répondre simplement. Vas-y, rapide. Ok, vraiment en 2 secondes. Quels justificatifs ne sont pas acceptés?
Il y en a. Non mais un exemple vraiment. Je ne suis pas secrétaire d'université. T'as un exemple. Enfin, tu connais, t'es délégué national de l'UNEF. Oui, mais sauf que je ne suis pas secrétaire, quoi. Non mais d'accord, vous défendez l'État alors qu'il nous encule. Mais non, mais attends, pour le coup, je défends pas Macron. Non mais c'est une vraie question. C'est pas nous, non. Vas-y, Majdi, vas-y. Un exemple, ouais, enfin. Juste pour finir. Pour le coup, non mais enfin pour le coup, mais je ne suis pas secrétaire. Bah si, il t'a dit par exemple si tu es en conflit avec tes parents et que tu il y a des c'est un exemple. Remboursement des bourses. Ah oui, mais enfin, genre, par exemple, tu ramènes un justificatif d'un médecin, enfin, qui du coup ne couvre pas l'ensemble de la période du coup de tes absences. Du coup, donc il manque un jour et du coup, ce jour-là sera compté. C'est logique. Mais c'est pas normal. Enfin, si tu as besoin de plus de son médecin, il va lui donner. Sauf que du coup, il y a une certaine rigidité qui fait que du coup, ça va bloquer certaines sections. Mais après, ça c'est un exemple. Mais par contre, juste pour répondre à ta question initiale, qui est, au niveau du rôle de l'État, qui aujourd'hui doit permettre à ce que l'éducation soit accessible à tous. Alors qu'aujourd'hui, on a des gouvernements, comme tu l'as dit, avec les mesures comme la suppression des appels ou la volonté de vouloir du coup les baisser, c'est fragiliser les étudiants et les personnes les plus précaires. Donc les mesures à mettre en place, c'est l'augmentation des bourses et aider et accompagner ces jeunes. Il vient du coup. Alors attendez, 2 secondes. Parce qu'on n'a pas d'oreillette, on n'a rien du tout. Je parle au réel en direct. Il est là, Monsieur Boulot. Eh ben vas-y, tu peux l'envoyer. Il va participer. On va le présenter. Bonjour François Boulot. François Boulot que je vais présenter juste après. Vous pouvez écouter un peu ce qui est en train de se dire et je vous reprends dans 2 minutes. On termine juste la discussion sur les étudiants. Qu'est-ce que tu voulais dire, Marin? J'avais une question un petit peu affreuse, mais qui soulève le débat quand même. Est-ce que c'est pas le militantisme de cet étudiant qui l'a poussé vers un acte aussi dramatique? Alors ça c'est pas du tout. On peut pas répondre à cette question. On ne sait pas. On ne le connaît pas. Oui, je sais que ça va la poser. Mais il n'est pas là. C'est déjà dramatique devant le Crous. Oui, mais bien sûr. Mais de toute façon, le message, il est clair. On n'a pas besoin d'avoir fait maths sup, maths spé pour savoir que, bien sûr que je l'ai compris. Et je l'ai compris avec cette coupe de cheveux. Stanislas, tu voulais ajouter une dernière chose. Pour conclure et pour pas lancer le débat, mais je pense qu'on a des droits. C'est évident en tant que jeune, on a des droits, mais on a aussi des devoirs. Et typiquement, aller aux examens, je pense, c'est le minimum syndical. Mais bien sûr, c'est. Non, mais tu vas me dire qu'en fait, il y a des rattrapages et qu'il y a donc des périodes pour pouvoir rattraper ses cours. Mais le problème, c'est que le Crous n'attend pas la période des rattrapages pour envoyer les relances du coup de remboursement, mais il est fait bien avant. Ça veut dire que dès décembre, si la personne s'est absentée et qu'elle est donc défaillante et qu'elle doit donc se présenter au rattrapage en juin, de décembre à juin, il doit rembourser les bourses et il n'a pas de bourse. Ce que dit Majdi, mais même s'il n'y a pas de justificatif, est-ce qu'on peut juste comprendre que l'État peut, ce qu'il demande en fait, ce dont parle Majdi, et je pense que c'est ce que j'ai compris, juste un petit peu plus d'indulgence. Quand tu sucres une bourse à quelqu'un qui vit avec la bourse, ça peut être ultra dramatique. Alors après, on est d'accord. Non, mais on est d'accord sur le fait que oui, il faut qu'il réponde à ses devoirs d'étudiants, etc. On est totalement d'accord. S'il y a un justificatif, il pourrait les faire. On est totalement d'accord. Mais est-ce que l'État à un moment ne peut pas juste s'ajuster pour ne pas pousser au suicide certaines personnes? Est-ce qu'on peut les prendre en compte? Et encore une fois, on ne met pas le doigt sur les personnes, les secrétaires, les dames, les jeunes hommes qui travaillent ou d'autres personnes qui travaillent au Crous. C'est vraiment l'État qui ne donne pas les moyens. Et aujourd'hui, on entend les étudiants. Je vais faire le comparatif avec le féminisme et d'autres choses. C'est vrai qu'on parle énormément d'harcèlement, etc. On parle jamais des harcèlements sur les enfants. On en parle un petit peu aujourd'hui, mais l'harcèlement scolaire, il tue aujourd'hui. On n'en parle jamais. On parle souvent du féminisme. Là, c'est pareil. On parlait tout le temps des professeurs, même si les professeurs ont leur combat aussi au niveau de l'éducation nationale. Aujourd'hui, c'est les élèves aussi qui prennent la parole et qui parlent. Je pense qu'il y a des problèmes un petit peu partout, bien sûr. Donc, mais qu'est-ce que c'est par rapport à des visions? En fait, il y a eu un moment une lutte qui peut avoir été violente, etc. Mais à un moment, quand ça a bien sûr, c'est pas. Si tu veux, ils étaient 50. Si tu veux, on peut compter le nombre des papes. On n'a pas mis la vidéo. C'était congé payé. On n'a pas mis la vidéo parce qu'on n'a pas le temps. Mais on sait que c'est bien sûr. Ils ont tous été manifestés devant le Crous en soutien à ce jeune homme. Il y a 40 ou 50 personnes. Il y a 40 ou 50 personnes qui sont partis et qui ont décidé de faire entre guillemets ces actes qui étaient plus violents. Après, moi c'est pas débattre là-dessus, en fait, c'est ne pas débattre du fond. Donc c'est pour ça que j'avais même pas envie d'aborder ce sujet-là, même si c'est quelque chose qu'il faut. Ils représentent les étudiants, ces gens-là, les gens qui lancent ces actions-là. Non, n'importe quoi, mais n'importe quoi. Vous étiez pas. Ils avaient une banderole de l'UNEF quand ils ont été pétés la porte du ministère de l'Intérieur, de l'UNEF et de Solidaire. Il n'y avait aucun drapeau ou il n'y avait aucun militant de l'UNEF ou de Solidaire. Il n'y avait aucune organisation
organisation qui était. Allez, on passe très rapidement. On va demander des nouvelles. Merci beaucoup pour ton intervention, Majdi. On aura l'occasion d'en reparler. De toute façon, le combat continue et on te réinvitera. Et Stanislas aussi, tu seras le bienvenu pour revenir débattre là-dessus. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est qu'on présente la personne qui a accepté de bien vouloir discuter avec nous ce soir. C'est François Boulot. C'est porte-parole des Gilets jaunes, qui a été mandaté par les occupants des ronds-points rouennais. Vous êtes avocat, vous avez 32 ans, monsieur Boulot. Vous avez écrit un livre dans la ligne jaune, livre qui porte le même nom que la plateforme en ligne que vous avez fondée. Donc vous revenez un peu sur ce qui se passe aujourd'hui, un an après. Moi, la question que j'aimerais vous poser, c'est on en est où ? Bah écoutez, sur le plan institutionnel, pour l'instant, tout le monde a bien vu qu'on n'a pas obtenu grand-chose. Hein. Il y a eu 17 milliards de mesures adoptées par Emmanuel Macron, mais qui en fait n'en sont pas, puisqu'il fait financer ces mesures sur le déficit public. Ce qui veut dire que soit ça se traduira par une augmentation d'impôts pour la classe moyenne à terme, soit on va encore couper dans le budget des dépenses publiques. Et Emmanuel Macron, on le connaît, il va encore couper les budgets dans les hôpitaux, l'éducation, la police, la justice, les pompiers, etc., etc. Alors que ces services sont à l'os et qu'ils sont déjà en train de s'effondrer et qu'on voit des foyers de contestation précisément dans l'ensemble de ces services publics-là. C'est exactement ça. C'est ce qui se passe en fait aujourd'hui. On a l'impression que vous avez mené un combat pendant très longtemps. On avait l'impression pendant un moment qu'on allait vivre une révolution française. Et aujourd'hui, on se rend compte avec la loi sur les retraites, la réforme entre guillemets qu'il y a eu récemment, la réforme sur les retraites ou la réforme sur le chômage, on se rend compte, on peut le dire, que vous n'avez pas du tout été entendu. Ah bah non, mais ça certainement pas. Mais on le savait, en tout cas moi je le savais. J'avais indiqué que le pouvoir de toute façon n'entendrait que le rapport de force, mais que quand j'entends rapport de force, j'entends rapport de force politique, pacifique, parce que la violence, en fait, on est forcément perdant. Je veux dire, quand vous avez en face des policiers qui sont surarmés, qui ont des blindés, qui ont des gaz lacrymogènes, qui ont des LBD, qui ont des grenades de désencerclement, vous faites pas le poids. Et puis de toute façon, en dernière instance, si d'aventure vous deviez arriver à faire trembler le pouvoir, et le dernier recours, c'est qu'il ferait tirer à balles réelles. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Chili ou dans d'autres pays qui connaissent des révoltes assez importantes. Donc de toute façon, sur ce terrain-là, vous êtes nécessairement perdant. Mais oui. Après, il faut sortir. Et on l'a vu avec. Et justement, c'est la question que j'allais vous poser avec Lilian, le jeune de 15 ans, justement, même qui n'était pas gilet jaune, mais qui a reçu un tir de LBD, qui avait totalement la mâchoire totalement explosée. Enfin, son affaire a été classée sans suite. Je sais qu'il y a eu quelques policiers qui ont été poursuivis, mais même sur les indemnisations ou au niveau de la justice, avec les différents coups, les différentes choses que vous avez pu, que vous avez subi, pardon, on voit que la justice n'est pas du tout au niveau aussi par rapport à ces éléments-là. Non, mais c'est-à-dire qu'il y a une répression policière terrible par les instructions qui ont été données par le ministre de l'Intérieur et le pouvoir plus généralement, qui a fait monter le niveau de la violence, mais c'était volontaire, c'était une stratégie. Il fallait alimenter la violence pour que l'opinion publique, dans sa majorité, les classes moyennes, prennent ces distances avec le mouvement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez un certain nombre de personnes, vous leur demandez ce qu'ils pensent du mouvement, des Gilets jaunes, ils vont vous dire « Ah bah au début on soutenait, hein, mais après bon il y a eu les violences, etc. » Bon, bah, le livre justement de la ligne jaune, c'était de donner à voir ce que tous les gens qui ont suivi le mouvement de loin n'ont pas forcément vu, parce que les médias ont mis un effet de loupe sur les violences, se sont concentrés là-dessus, alors qu'il y a eu de formidables choses dans le mouvement, à commencer par des débats citoyens où les gens ont pu se politiser. Et je pense que c'est ça d'ailleurs le vrai apport du mouvement sur le long terme, ce qui va produire son effet. C'est que pour moi, la révolution est faite dans les esprits le 17 novembre 2018. Vous avez là des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui étaient isolées, impuissantes, et qui étaient résignées, et qui relèvent la tête et qui ne la baisseront pas. Il n'y a pas un gilet jaune qui est rentré chez lui parce qu'il aurait été convaincu par les mesures qu'a pris Emmanuel Macron. En réalité, la colère, elle est plus grande encore qu'il y a un an, parce que dans l'intervalle, les gens ont vu que le pouvoir leur mentait, le pouvoir les méprisait et les brutalisait. Et simplement, ils voient que ce mode d'action de manifestation le samedi, il y a de moins en moins de monde, donc on produit de moins en moins de résultats, donc ils attendent une nouvelle opportunité, une nouvelle forme de se mobiliser. Et moi j'avais indiqué dès le début que pour, selon moi, le seul moyen qui permettrait de gagner un rapport de force, c'est la grève.
la grève dans les secteurs stratégiques et la grève illimitée, parce que là vous vous attaquez à l'économie, donc au portefeuille des puissants qui ont permis à Emmanuel Macron d'être élu président de la République. Chacun a vu qu'il avait bénéficié quand même d'un petit vent dans le dos médiatique pour arriver là où il en est, et on sait tous que les 90% des grands médias sont détenus par 9 milliardaires. Donc vous soutenez la grève du 5 décembre de la part de la SNCF et de la RATP. Est-ce que vous allez vous joindre à cette grève ? Moi je pense, si vous voulez, alors je soutiens totalement ce mouvement, d'autant que selon les informations que j'ai, c'est plutôt les bases qui sont à l'initiative de ce mouvement, avec un mot d'ordre très clair de grève illimitée dès le départ. J'ai peu confiance dans les directions centrales des syndicats. Ça c'est clair, parce que si elles avaient voulu nous rejoindre, elles auraient pu le faire il y a déjà bien longtemps. Mais c'est très bien que ce soit les bases qui poussent et les centrales qui courent derrière. Après, je pense qu'il n'est pas utile que tout le monde fasse grève. Vous voyez, quand nous, les avocats, on fait grève, finalement, on pénalise nos clients et on se pénalise nous-mêmes, mais on pénalise peu l'État. Donc il faut que les secteurs stratégiques soient en grève, mais surtout, il faut qu'ils se sentent soutenus par la plus large partie de la population. Ce qui a fait la force du mouvement des Gilets jaunes, c'est que en fait, vous n'aviez pas des millions de personnes dans la rue, mais en revanche, les sondages, pendant des semaines et des semaines, ont montré qu'à plus de 70%, il était soutenu par les Français, malgré les violences. C'est ce qui a fait peur à Macron pendant très longtemps. Le souffle du mouvement, c'est que les gens ont, en fait, pour ceux qui ne se mobilisaient pas, ont mené le combat par procuration. Ils ont en quelque sorte donné mandat à ceux qui étaient sur le terrain de continuer à se mobiliser. Il faut que ce soit pareil pour ce mouvement de grève du 5 décembre, parce qu'il est temps d'arrêter le massacre de cette politique qui est en train de précariser tout le monde. Et là, avec la réforme des retraites, on a véritablement une réforme qui est égalitaire. C'est vrai que là, pour une fois, je suis d'accord avec le gouvernement, à l'égalitaire, tout le monde va s'appauvrir. Ouais, tout le monde va perdre. Donc, ça donne une bonne raison et un bon motif pour tout le monde d'enfin converger. Merci beaucoup, Monsieur Boulot, pour cette courte intervention, et j'espère vous recevoir très bientôt pour parler un petit peu plus de ce mouvement des Gilets jaunes. On est un petit peu pris par le temps, mais merci beaucoup pour cette intervention et je vous dis à très bientôt. Les amis, on est vraiment pris par le temps, donc là, ce qu'on fait, c'est que Guitou conclut l'émission et puis chacun rentre chez soi après. Super. Ah putain, merci. Alors je vais essayer de faire vite, mais cette émission c'est de pire en pire, mais c'est de pire en pire en fait. Mais je sais pas ce que je fous ici en fait. Mais je sais même pas pourquoi j'essaye de vous faire marrer, mais je suis effondré, mais ça devient de plus en plus complexe. Putain, mais même Garen il défend pas Polanski, même Camille il allait chez le coiffeur, mais même Lola. Non, Lola elle était juste là en fait. Et on l'embrasse, bien entendu. Alors le soutien de Roman Polanski, la sosie de Michou là, mais elle est formidable elle. Mais c'est comme si tu filais le micro à Julie Gradiani pour lui demander de s'exprimer tout court en fait. Bon, maintenant qu'elle a plus de job, on espère simplement qu'elle va pas divorcer, ce serait quand même irresponsable de sa part. On est d'accord que pour une émission qui découpe l'actualité, j'ai l'impression qu'on a plus passé de temps à tailler des prépuces. C'est pas une émission, c'est une salle d'attente pour se faire circoncire. J'ai compté que vous avez dit plus de fois le mot bite que dans un gloriole au dépôt. Bon, et t'as gagné, il a gagné. Bon, concernant la situation étudiante là les gars, mais moi je suis dévasté. Mais on parle de ceux qui vont faire la France ou le monde de demain. Et même toi, Stanislas, quand tu seras en âge d'aller à l'école sans qu'on te tienne la main, tu pourrais y aller. Bon, et on parle d'un gamin qui s'est immolé par le feu, et toi, tu viens nous parler du fait qu'il faille bosser. Tu trouves ça ballot aussi ? Mais t'es sûr qu'on vient de la même France en fait ? Moi j'avais 2 jobs, 3 jobs quand j'étais à la fac parce que j'avais pas le choix en fait. Et tu peux pas te foutre dans le crâne qu'étudier, mais c'est un job à part entière. C'est impossible de se concentrer aux études complètement quand t'as 3, 4, 5, 6 boulots. Et crois-moi, c'était pas pour acheter les chemises de François Fillon, hein. Mais bon. Moins cher, je pense. Putain, mais. Fillon, il se les fait offrir alors. Ah bah oui. Bon, Garen. Mais t'es qui pour dire que pour faire des études de sociologie, tu vas bosser au McDo, espèce de trompette, va ? Mais c'est quoi ces gens ? Mais tu crois franchement qu'on en vient à s'immoler par le feu après un refus des trottes de caisse à Franprix ? Mais putain, mais étudier, ça coûte du pognon, mais pour toi, c'est peut-être pas grand-chose, mais on n'est pas nés sur le même pied d'égalité. Mais j'en ai marre, en fait, vous me rendez chef, je sais pas quoi dire. Non, mais en fait, vous avez raison, que les pauvres arrêtent d'étudier, qu'ils cherchent du boulot, et je parle pas du porte-parole des Gilets jaunes, hein. Mais trouvez-la, mais traversez la rue, bande de schtroumpfs, et allez vous faire enculer par le patronat. Et j'ai rien contre le patronat, je suis le premier à faire le prostate de Camille, merde ! Bon, conclure, excusez-moi, je vais arrêter d'avoir la bite qui sent la main et arrêter de regarder ces news. Allez à l'école, les pauvres, parce qu'un jour, les Stanislas et Garen, ils seront minoritaires, bordel. Merci du tout. Merci beaucoup les amis, merci Marin, merci Garen de l'incorrect, merci beaucoup Stanislas, merci Lola, merci Majdi, Fatima elle s'est déjà levée, merci Fatima. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine et n'oubliez pas, faites ce que je dis mais pas ce que je fais. Allez, ciao. Ciao. Salade tomate oignon, l'émission qui découpe l'actu, présentée par Camille Abderrahmane.